top départ? Ok. Bonsoir à tous, derrière vos écrans et aux quelques-uns qui sont là dans cette salle Gaston Monnerville. Cette campagne est bien singulière, comme chacun le sait, puisque nous sommes malheureusement en petit comité et masqués, et que nous aurions tellement aimé vous avoir près de nous dans cette salle de la Maison du Barreau. Nous prenons les choses évidemment toujours positivement et nous sommes néanmoins, même par écran interposé, très heureux de pouvoir interagir avec vous. Et nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir 3 avocats qui ont accepté de vous livrer, de nous livrer leurs conseils et leurs secrets. Nous avons à cœur, durant cette campagne avec Vincent, de mettre en lumière l'audace et la réussite des avocates et des avocats du barreau de Paris. Mais comment réussir, comment développer sa clientèle dans un barreau de plus de 30 000 confrères maintenant. Nous avons réuni dans cette masterclass des avocats qui ont fondé leur cabinet ou qui se sont associés, et il nous a semblé intéressant qu'ils partagent avec vous, avec nous, leur expérience pour ceux qui veulent tenter cette aventure entrepreneuriale au barreau, ils puissent s'inspirer et éviter quelques écueils que nous essaierons de leur expliquer. Alors, nos intervenants ce soir sont Julia Courvoisier, qui a prêté serment le 2 décembre 2009, donc il y a bientôt 11 ans, qui est avocate pénaliste, qui exerce à titre individuel depuis 2012, après avoir travaillé plus de 2 ans en collaboration dans un cabinet avec une pratique de droit de la famille et déjà de droit pénal, si je ne m'abuse. Nous recevons également Rachid Madid, qui lui a 5 ans de bar et qui est un avocat d'affaires. Il nous a même dit affairiste. On a hésité à reprendre ce terme, mais il le revendique, qui exerce désormais à titre principal en contentieux pénal, qui est un ancien secrétaire de la conférence promotion 2019 et qui a une expérience dans des cabinets internationaux, puisque Rachid, tu as exercé, je crois, chez White Case et chez Mayer Brown, puis tu as fondé ton cabinet et j'ai cru comprendre que tu avais même fait ce pari fou de créer un cabinet en plein confinement. Tu vas nous expliquer cela. Enfin, nous n'avons pas Patrick Casparian qui était programmé puisqu'il semblerait qu'il ait quelques difficultés liées à la période actuelle, le malheureux, et on lui souhaite évidemment un très prompt rétablissement. Mais nous avons, et c'est une chance, Tristan Dupré de Puget, qui est associé du cabinet FTMS, qui est un cabinet que je connais un petit peu. Il a un parcours qui me rappelle aussi quelque chose, puisqu'il a été collaborateur de ce cabinet quasiment depuis sa prestation de serment en 2009. Il va fêter dans quelques jours ses 11 ans de prestation de serment, sauf erreur de ma part. Il est devenu counsel en 2015, puis associé en 2018 de ce cabinet dont j'ai moi-même été collaboratrice, puis associée pendant de nombreuses années. Merci donc à vous tous d'être là. On est également entouré de quelques membres de notre équipe, les jeunes de l'équipe Force au droit, voilà, Force aux jeunes avocats. Ils sont également avec nous ce soir pour animer ce débat et poser des questions à nos intervenants. On pourrait aussi se présenter, puisqu'on a des parcours avec Vincent assez divers, et qu'après tout, pourquoi pas, nous pouvons aussi parler de nos parcours. Vincent, à qui je vais passer le micro dans un instant. Et pour ma part, je l'ai dit à l'instant, c'est vrai que j'ai une expérience d'abord de collaboration dans un cabinet, dont je suis devenue associée au bout de 7 ans, et dont je suis restée associée pendant 13 ans, plus de 13 ans, avant de monter mon propre cabinet, il y a 3 ans et demi. Donc, je connais les deux, c'est-à-dire en effet l'expérience de l'association et l'expérience de l'installation et de l'aventure entrepreneuriale. Voilà, je vais passer la parole à Vincent qui va nous dire un mot aussi de son parcours, et on donnera ensuite la parole à l'équipe pour poser quelques questions bien choisies. Merci beaucoup, merci Julie pour cette présentation de nos amis, et merci aux uns et aux autres de nous permettre de nous réunir ce soir sur ce thème de l'installation, mais pas seulement, surtout celui du développement de clientèle. Et donc je suis impatient d'écouter Julia, Rachid et Tristan sur leurs expériences personnelles de jeunes avocats. De mon côté, il est évident qu'à l'époque, j'ai prêté serment en 1983
après être sorti du centre de formation professionnelle qui a été créé en 1982. Et il était évident qu'à l'époque, il était exclu de notre côté de s'installer directement. Et il y avait une mentalité bien affirmée qui consistait pour le jeune avocat à avoir un patron. Alors, il pouvait s'agir d'avocats pénalistes, d'avocats civilistes, nous avions le choix. Il y avait pléthore d'offres de collaboration à l'époque et nous changions de cabinet assez souvent d'ailleurs. J'ai le souvenir d'avoir changé à plusieurs reprises de cabinet courant février 1983, mars, avril. Et la question de l'installation n'est pas née tout de suite, elle est née après de longues années de collaboration. Il était habituel d'avoir un patron pendant 10 ans et d'avoir 3 cycles de formation, 3 ans chez un avoué auprès du tribunal, 3 ans chez un avoué près la cour et 3 ans chez un avocat à la Cour de cassation. Et au bout de 10 ans, on était formés, nous disait-on. Les anciens le disaient. Alors il fallait les croire parce qu'à l'époque, c'est vrai, celles et ceux qui avaient subi ce parcours étaient de remarquables avocats que nous admirions, que ce soit en matière civile, commerciale ou pénale. Alors les temps ont bien changé, bien sûr. Et par la suite, moi j'ai été collaborateur pendant 12 années à peu près, et essentiellement en matière pénale. Mais par la suite, lorsqu'il s'est agi de s'installer, heureusement, et je dis heureusement, et je ne tiens pas à faire des compliments inutiles, il y avait l'UJA qui était là toujours pour donner de bons conseils. Il fallait les prendre, ces conseils, même si on avait dépassé la limite d'être membre de l'UJA, mais toujours d'excellents conseils, à la fois sur la collaboration libérale, mais surtout sur l'installation individuelle. Et fort heureusement, j'ai le souvenir d'éminents conseils de la part de Philippe Touzet, par exemple, et donc qui ont permis d'éviter la catastrophe au moment de l'installation, de trop emprunter pour s'installer auprès d'un établissement financier, ou de peut-être multiplier les coûts par l'allocation peut-être de surfaces démesurées qui ne s'imposaient pas. Donc il fallait cibler le risque dès l'origine. Et je remercie tous ces confrères qui à l'époque nous ont conseillés. Donc on a besoin, les jeunes ont besoin des conseils des anciens et pour cibler les risques attachés, car il en est, à l'installation individuelle. Et au développement de clientèle d'ailleurs, qui est un autre problème. Mais l'installation individuelle en elle-même, c'est un centre de coût. Le développement de la clientèle, c'est autre chose, puisqu'il s'agit bien évidemment de développer son chiffre d'affaires et de le multiplier. Donc, 2 aspects d'une question centrale, la réalisation de soi-même. Faut-il s'installer d'ailleurs individuellement? La question n'est pas seulement philosophique. On voit bien que la tendance à l'installation individuelle est progressive, et même si aujourd'hui l'association se développe énormément aussi, je crois qu'on est à égalité, sauf erreur de ma part, mais on jette un autre regard sur l'installation individuelle qui est celui du risque accru, alors d'échouer à un moment donné par un mauvais calcul au départ. Alors nous allons ouvrir le débat, et qui souhaite commencer? Tristan? Pardon? Vous allez poser les questions, voilà. Donc, je te passe le micro. Merci. Bonjour. Alors, la première question qu'on voulait vous poser, c'était celle afférente à votre installation ou à votre association. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes installé ou vous vous êtes associé? Au bout de combien d'années de bar vous avez eu envie de vous installer et vous avez concrétisé cette installation ou cette association? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez développé de la clientèle avant de vous installer? Ou est-ce que vous êtes parti de zéro et vous avez tout fait sur le tas? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter chacun vos parcours? Qui veut commencer? Tristan, Julia, Rachid? Honneur aux dames. Oui, bonjour tout le monde. Alors la question, elle est un peu large. Moi, mon expérience, elle est un petit peu particulière parce que je n'ai pas du tout de formation de pénaliste à l'origine. J'ai mis un peu de temps pour faire mes études, j'ai prêté serment, je venais tout juste d'avoir 27 ans.
Et j'ai opté pour la collaboration libérale dans un cabinet généraliste dans lequel je faisais beaucoup de procédures civiles et droit de la famille. C'était important pour moi, comme Vincent l'a dit, la transmission. Moi, je n'envisageais pas du tout de m'installer juste après avoir prêté serment. Je n'en avais pas les capacités et je n'étais pas formée pour ça. Ma collab, elle s'est bien passée. Elle s'est très très bien passée au départ, elle s'est bien passée, et puis comme toute collaboration libérale, quand on commence à développer un peu sa clientèle perso, ça devient un peu compliqué. Et donc j'ai démissionné. J'ai démissionné au bout de 2 ans et demi à peu près. Et j'ai démissionné quasiment sur un coup de tête. J'avais quasiment pas de clients. Je vivais seule, j'assumais un loyer assez élevé dans Paris, et donc, je n'ai pas spécifiquement réfléchi quand je me suis installée et j'ai cherché une collaboration à temps partiel. La vraie question de l'installation, elle est d'abord financière, en fait, surtout quand on est à Paris et qu'on connaît le prix des loyers. Donc, les premières questions à se poser quand on s'installe ou quand on vient de claquer sa dème comme moi et qu'on se retrouve avec des grosses factures à payer, parce qu'il y a l'URSSAF et tout ça, la première question, elle est financière, c'est-à-dire comment je vais pouvoir payer mon loyer et pas me retrouver endettée. J'ai cherché une collaboration à temps partiel, j'ai fait 2 jours dans un cabinet, et puis en fait, je ne suis pas revenue. J'étais passée à autre chose, j'avais ce besoin d'exercer seule, d'être indépendante. Et donc, à l'époque, j'avais 2-3 clients dont les dossiers étaient à l'instruction. Et donc, j'avais négocié des forfaits mensuels qui me permettaient tout juste de payer mon loyer perso, mes quelques charges. Et donc, je n'ai pas loué un bureau. À l'origine, j'ai pris une domiciliation et je venais à la cour d'appel, à la bibliothèque pour travailler. Et je m'astreignais tous les jours, même si je n'avais pas de travail qui m'occupait 12 heures par jour, je m'astreignais à venir à la cour d'appel pour travailler, à rester en contact avec les avocats. Et à l'époque, je passais beaucoup de temps, parce que je l'avais, dans les audiences. Et j'aimais beaucoup regarder, je le fais encore de temps en temps, mais beaucoup moins souvent qu'avant, regarder les avocats plaider. Je reprends encore ce que Vincent tu disais tout à l'heure. L'enrichissement des autres confrères est important sur tous les domaines, sur l'installation, sur l'apprentissage. Il ne faut jamais hésiter quand on s'installe à aller poser des questions aux avocats. Moi, j'ai posé des questions quand j'étais jeune avocate à des confrères que je ne connaissais pas et qui ont eu la gentillesse de me répondre. Et ça, c'est très important. Il y a toujours des confrères sympas qui vont répondre à vos questions et qui vont prendre 5 minutes pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer. Et puis, de fil en aiguille, je m'étais dit, voilà, j'ai 6 mois de domiciliation. Bon, bah, si ma clientèle ne se développe pas d'ici 6, 8 mois, 12 mois, je retrouverai une collab, quoi. Et puis, un jour en audience, j'ai un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il cherchait un avocat pour un petit dossier de trafic de stupes. Et puis, je lui ai donné ma carte, parce que je donnais ma carte à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que des clients, il y en a partout. Potentiellement dans le métro, dans la rue, dans le Uber, au McDo, au resto, n'importe où. Les clients sont partout. Il faut être à l'écoute et être ouvert de tout. Ce client vient me voir, il me dit j'ai un petit dossier de trafic de stupes, etc. Donc je lui fais un petit honoraire et je vais consulter le dossier. Et je vous raconte, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Et j'arrive au greffe à Nanterre et la greffière me dit mais vous voulez quel tome parce qu'il y en a 25 dans le dossier. Il s'avère que ce client avait été condamné en son absence à 5 ans de prison pour un très gros trafic de stupes et il m'a dit « Je suis allé voir un ténor, il y a un problème de procédure. » Ok. Donc là, je me dis « Oups, il me fait confiance. » Il est revenu me voir et je lui ai dit « Monsieur, je suis allé consulter votre dossier qui est énormissime. J'ai qu'une parole. Je vous ai facturé tant, ce qui va me demander 3 fois plus de travail. Mais je vais vous donner 10 cartes de visite et vous allez vous engager à les donner à des clients qui auront besoin d'un avocat pénaliste. » J'ai obtenu sa relaxe dans le tribunal correctionnel de Nanterre sur une question de procédure. Et depuis, il m'a envoyé 150 clients. Voilà. Voilà comment ça s'est fait. Et après cette domiciliation, j'ai sous-loué des bureaux parce que financièrement, il faut toujours être très prudent. J'ai sous-loué des bureaux pendant 1 an. Ensuite, j'ai pris des bureaux avec des amis à moi. Et puis, il y a 2 ans et demi, j'avais besoin d'un plus grand bureau parce qu'il faut aussi faire des investissements quand on veut se développer. Et donc, je me suis installée dans un bureau plus grand et j'ai intégré une SCM. Voilà un petit peu, moi, mon parcours, avec toujours
toujours une question, c'est l'argent. On n'en parle pas souvent à l'école du barreau, on en parle très peu quand on est en collaboration, mais quand on s'installe, la question financière, c'est une question du quotidien. Combien on paye comme loyer, quelles sont nos charges fixes, combien on doit rentrer d'honoraires. Et quand on n'en rentre pas, sur quoi on peut faire des économies en premier. Voilà. Parce que les problèmes financiers, c'est une boule de neige. Quand on commence à rentrer dedans et qu'on ne prend pas les bonnes décisions pour s'en sortir tout de suite, ça devient très compliqué. Donc ça, cette question-là, je pense que mes autres confrères vont en parler. C'est quelque chose, c'est être chef d'entreprise. Voilà. Les avocats à leur compte aujourd'hui, je pense qu'ils soient à leur compte individuel ou associés, on est aussi des chefs d'entreprise. On gère nos charges, on gère nos revenus et on gère nos dépenses, et c'est du quotidien. Merci. C'est intéressant puisqu'il y a pas mal de choses que je reconnais dans ton parcours, Julia, et qui sont assez similaires aux miens. Bon, c'est vrai que la décision de s'installer, je pense qu'elle traverse l'esprit d'à peu près tous les collaborateurs, à peu près à raison d'une fois par jour au début, et puis ensuite un plus grand nombre de fois. Non, c'est un vrai sujet et il y a des considérations très pratico-pratiques qui entrent en ligne de compte assez rapidement, et la question de l'argent, effectivement, elle est cruciale. Alors, en ce qui me concerne, j'étais collaborateur dans 2 cabinets que tu as cités et dans lesquels les rétrocessions d'honoraires sont plutôt confortables. Et donc, c'était d'autant plus un challenge de me dire, je pars d'à peu près rien pour répondre à ta question en termes de développement de clientèle, puisque dans ce type de structure, on n'a pas forcément l'occasion ni le temps de développer une clientèle, a fortiori quand on envisage une réorientation, en fait, puisque je faisais du droit bancaire et financier, du financement, des LBO, n'a à peu près rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était d'autant plus crucial de me dire je vais me réorienter, mais en plus je vais changer de mode d'exercice, je ne serai plus en collaboration libérale avec une rétrocession confortable qui tombe chaque mois, et je vais dans l'inconnu. Il se trouve que j'ai pas la possibilité, j'ai pas la chance, certains l'ont, d'avoir la possibilité d'appeler papa, maman et de leur dire il faudrait m'allonger tant de rallonge. Donc vraiment, c'était un saut dans l'inconnu. À partir de là, j'ai envie de dire, on bricole, entre guillemets. On essaie de trouver des solutions. Moi, ma solution à ce moment-là, c'était... Alors d'abord, il y a une chose dont j'étais absolument certain, c'est que je voulais passer le concours de la conférence. Et la deuxième chose, c'est que je ne voulais plus exercer en tant que collaborateur. Enfin, je présente ça de façon très luxueuse et capricieuse, mais en réalité, tout le barreau pénal a mon CV dans sa boîte mail, et j'ai pas vraiment réussi à trouver satisfaction. Mais plus sérieusement, j'avais une pression de me dire en fait il faut que ça marche, ça ne peut pas ne pas marcher, il faut que ça marche. Et la solution que j'avais trouvée à ce moment-là, c'est que comme j'étais encore dans ces cabinets-là, je voyais bien que je voulais m'en aller. Il fallait que j'avais l'intention d'avoir quelque chose de sécurisé, je voulais acheter un appartement, un petit appartement, mais avoir quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte qu'en négociant un petit peu, on pouvait repousser d'1 an le remboursement, donc amortissement différé de son crédit. Et je me suis dit, en fait, c'est parfait, puisque du coup, je vais m'installer et j'aurai 1 an pour arriver à m'en sortir à peu près correctement. Bon, c'est vrai que j'étais dans la même situation que toi, Julia, c'est-à-dire que je vivais seul, à la différence que c'est toujours le cas. Mais donc j'étais dans l'idée, en fait, j'ai pas énormément de charges, j'ai pas d'enfants, c'est le moment de le faire. C'était un peu mon état d'esprit du moment. Et voilà, au gré de quelques dossiers, alors on pourra peut-être y venir sur le développement de clientèle. C'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, souvent des confrères en fait qui me font confiance et qui me, par exemple là, j'avais un confrère qui m'avait amené dans une audience à Bobigny, devant le tribunal correctionnel. Et la personne avait eu un bon résultat. On s'était retrouvés quelques semaines plus tard puisque son cousin avait été placé en garde à vue pour un dossier criminel, dossier d'homicide en bande organisée. Et ça a pris assez rapidement et assez facilement. Mais
Julia, tu disais que les clients sont partout, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que je pense que pour les confrères et les consoeurs qui nous écoutent, le sujet, c'est pas d'avoir des clients. Le sujet, c'est de s'en sortir avec cette clientèle, en fait. Parce que les clients, on en a. Dès qu'on s'installe, en réalité, 30 000 avocats ou pas, on en a. La question, en fait, c'est de se faire payer. Et ça, c'est tellement simple d'avoir des dossiers. Mais il faut se faire payer. Et il faut être, je crois, rigoureux dans la facturation. C'est un exercice qu'on n'apprend pas. Alors là, je regarde nos candidats, peut-être que c'est un sujet en fait. Il faudrait apprendre à gérer une trésorerie dans les cours à l'EFB. Je n'ai pas souvenir qu'on avait ce genre de cours et je ne crois pas qu'il y en ait davantage aujourd'hui. Bon, ça c'est un vrai sujet, sans rentrer dans quelque chose de complètement stressant, etc. Moi, j'ai le souvenir d'une conversation au moment où je voulais m'installer, où j'avais demandé à un confrère qui était installé comment tu t'en es pris, comment tu t'en es sorti, comment tu as fait, etc. Et j'ai encore le message Facebook de ce confrère qui m'avait dit un truc mais tellement stressant, du genre il faut faire un business plan sur 3 ans, voir ton BFR, ton besoin de fonds de roulement, etc. Et en fait, non, j'ai pas fait de BFR voilà, et j'ai pas fait de business plan sur 3 ans. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on est une profession particulière, on n'a pas une marchandise à vendre. Il y a des compétences aussi humaines qui entrent en ligne de compte. On n'est pas juste là à ouvrir sa boutique. Donc ne pas se stresser, mais quand même savoir de quoi il en retourne. Et ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Je pense que véritablement, quand on s'installe, quand on part de pas grand-chose, savoir y aller crescendo. Et donc j'ai suivi ce parcours-là aussi, c'est-à-dire d'abord la domiciliation. Je payais 360 € par mois, c'était formidable. J'avais une salle de réunion, je pouvais recevoir mes clients, je travaille depuis chez moi, du coup, dans l'appartement que j'avais acheté, j'étais dans de bonnes conditions pour développer tranquillement. Alors, il se trouve que j'ai passé le concours de la conférence, que j'ai été élu secrétaire de la conférence. Après, on a un an pendant lequel, effectivement, on est quand même happé par les dossiers de la conférence, mais par ailleurs, c'est important, et j'ai toujours mis un point d'honneur là-dessus, développer ma clientèle au-delà des dossiers de la conférence. L'idée, ensuite, c'est vraiment d'adapter et de ne pas avoir la folie des grandeurs. Quand je parle avec certains confrères, certains jeunes confrères, il y a un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que on a entre 25, 35, 40 ans. Si je parle de cette tranche d'âge, c'est pas déconnant de ne pas avoir des patrons du CAC 40, en fait. Je veux dire, c'est pas ahurissant. On peut, à ce stade, se dire qu'on va y aller crescendo, qu'on va développer sa clientèle, on va essayer d'obtenir satisfaction sans se perdre, et c'est là où j'en reviens à la facturation. C'est-à-dire que les dossiers dans lesquels on n'est pas payé ou on est payé au lance-pierre, c'est pas vrai de se dire qu'on va se donner comme un dossier dans lequel on est rémunéré correctement à sa juste valeur. Donc, c'est aussi savoir faire un travail de sélection, et c'est pas orgueilleux que de dire on peut choisir ces dossiers, parce que des dossiers, encore une fois, il y en a. Il faut juste savoir les facturer, rentrer qu'il y ait des recettes en face des dépenses, parce que les dépenses, elles n'arrêtent pas, et savoir gérer ça de façon après assez précautionneuse. Et au fond, on se rend compte rétrospectivement que c'était pas si dur que ça. Et alors le quotidien est ce qu'il est, avec ses contraintes, etc., mais c'était pas si dur que ça. Donc c'est un message d'encouragement pour commencer à nos jeunes consoeurs et confrères. Bravo Rachid et Julia. Parce que pour ce qui me concerne, j'ai jamais osé poser ma plaque sans rien du tout. Bon, ma situation est un tout petit peu différente. C'est qu'effectivement, là où je partage ce que disait Julia, en ce qui me concerne, il fallait de façon indispensable avoir une formation, et on m'aurait imposé juste après l'EFB d'aller poser ma plaque. Je ne suis pas certain que j'aurais pu être en mesure de rendre un quelconque client satisfait. Cette formation, très rapidement, une fois après avoir prêté serment, je me suis aperçu qu'en réalité, pour être pleinement avocat, il y avait cette nécessité de pouvoir véritablement développer une vraie clientèle personnelle.
Et là, une fois encore, j'ai manqué de courage, mais avec une bonne raison, c'est que j'étais chargé de famille avec une femme qui avait quelques petites difficultés d'encaissement elle aussi, et donc de fait, j'ai dû rester véritablement collaborateur en développant également en parallèle cette activité avec un développement de clientèle perso que j'ai essayé de rendre de plus en plus soutenu jusqu'au jour où c'est plus possible. Et le jour où ça n'a plus été possible, et je salue Julie qui est là, mais j'ai eu la chance d'avoir des associés qui étaient tout à fait sensibles je crois, au dynamisme, sans mauvaise prétention mal placée. Mais j'ai été les voir et je leur ai dit, voilà, j'ai ma petite clientèle perso qui s'est gentiment constituée. On est très très loin de ce que dans un cabinet avec la réputation du vôtre, on peut attendre, mais je crois quand même qu'en s'inscrivant dans une dynamique, on pourrait arriver à quelque chose et est-ce qu'on peut trouver un accord. Et donc là, le cabinet m'a proposé un statut de cancel qui a duré pendant 3 ans. Statut de cancel intelligemment réfléchi et conjointement réfléchi qui a permis de me permettre de monter en progression et donc de me satisfaire moi et également le cabinet le plus possible, de sorte que lorsqu'il s'est agi d'être associé, lorsque la question de l'association s'est posée, les choses se sont plutôt coulées de source légitimement. Donc c'est vrai que par rapport à vos problématiques, je ne partage pas tout à fait la difficulté financière à un instant T qui s'est posée, puisque j'ai eu la chance, lorsque je suis devenu associé, d'avoir les charges financières qui étaient assumées par la structure, avec évidemment le corollaire de cela, c'est que mes associés s'attendent évidemment à ce qu'il y ait des entrées d'argent à hauteur de montants définis. Donc la pression financière existe évidemment, mais ce n'est pas la même pression. Et la force de l'association, en tout cas pour ce qui me concerne évidemment, est qu'il y a une forme de mutualisation qui fait que si un mois je ne fais rien, je sais que j'aurai néanmoins un certain montant qui arrivera sur mon compte pour me permettre de vivre et de faire face à mes charges, je dirais, quotidiennes. Donc ça c'est un vrai luxe, et c'est, je crois, le plus grand luxe que j'ai trouvé lorsque je suis devenu associé, c'est véritablement de pouvoir souffler sur ce point-là, quand bien même, évidemment, la charge financière et les obligations financières sont centrales, y compris dans le cadre d'un contrat d'association, et qu'il faut évidemment rendre des comptes à ses associés et que tout le monde se satisfasse du travail accompli par tout le monde. Un mot de complément, parce qu'en effet, on a un peu la même histoire. Quand tu dis j'ai pas eu le courage de visser ma plaque encore, etc., c'est vrai qu'évidemment, visser sa plaque, c'est en effet un choix courageux, mais tous les schémas sont, si je puis dire, acceptables. Et il se trouve qu'on a pu en faire un autre et qu'on a eu, c'est vrai qu'on a ce point commun d'avoir la chance d'avoir eu un cabinet qui était très fair aussi dans la façon d'associer ses collaborateurs et de faire de la croissance interne. Et donc voilà, on peut aussi lui rendre hommage là-dessus. Moi, c'est vrai que je suis, si je puis dire, de la génération d'avant et que lorsque j'ai été associée, moi, j'avais pour le coup très peu développé de clientèle personnelle, mais que le cabinet a quand même décidé de m'associer parce que j'avais quand même développé une spécialité, grâce au cabinet d'ailleurs, mais j'avais développé une spécialité. On y viendra un peu plus tard parce que la question justement de la spécialisation et de la niche fait partie des questions qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais c'est vrai que encore une fois, c'est un autre choix. Et c'est vrai que c'est un choix évidemment plus confortable parce que toutes les questions que vous évoquiez, c'est-à-dire notamment la question financière, on se la pose évidemment parce que, encore une fois, on a des objectifs à remplir, mais on se la pose de façon différente et de façon un peu moins anxieuse, si l'on peut dire, à partir du moment où il y a une infrastructure qui est là et qui vous soutient. Moi, c'est vrai que ces questions justement de BFR et de business plan, etc., je me les suis posées bien plus tard, avec derrière moi quand même l'expérience de 20 ans dans ce cabinet que nous avons en commun, Tristan et moi. Donc c'est vrai que c'était un peu plus facile. Peut-être deuxième question de nos amis. Bonsoir à tous. Alors, effectivement,
effectivement, deuxième question, c'est plutôt une rétrospective de vos choix de carrière. On aimerait savoir s'il y a des rencontres, des événements ou des enseignements qui ont forgé l'avocat que vous êtes aujourd'hui et qui ont dicté les choix que vous avez faits. Qui veut répondre en premier? Julia? Gardez le privilège. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres, des enseignements? Toutes les rencontres qu'on fait quand on est jeune avocat, même après bientôt 11 ans de barreau, sont importantes. Je dirais qu'il n'y en a pas une plus importante que l'autre parce que toutes elles m'ont enrichi, que ça soit des bonnes ou des mauvaises. Mais même les mauvaises rencontres, elles donnent de la force et elles permettent de savoir ce qu'on ne veut pas dans notre vie d'avocat. Je vais juste vous parler d'un conseil qu'un jour un avocat m'a donné. C'est un ancien secrétaire de la Conf. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on est avocat associé seul, enfin individuel, on peut faire des petites bêtises de temps en temps. Et dans ces cas-là, quand on est seul et qu'on fait des petites bêtises, il faut qu'on ait quelqu'un à contacter en cas d'urgence. Et en l'occurrence, c'était lui. Et donc ce jour-là, je me retrouve face à une petite difficulté. Et je l'appelle, c'était en 2014, donc j'étais installée depuis 2 ans. Et il me dit, Julia, j'ai un conseil à te donner, qu'un vieux pénaliste m'a donné il y a quelques années. On ne ment jamais à un client. On ne ment jamais à un client. Ça, je crois que c'est le plus beau conseil qu'on m'ait donné, parce que quand on ne ment pas à ses clients, on est honnête. Et je crois, en tout cas dans ma branche, en tant que pénaliste, avoir l'honnêteté de dire la vérité à un client quand il est dans une situation délicate, savoir s'il risque 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison, savoir si effectivement il y a beaucoup de chances qu'il aille en prison ce soir ou pas. Dire la vérité, c'est extrêmement important. Et du coup, moi j'ai la chance d'avoir des clients qui me recommandent en disant que je suis une avocate honnête, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est très très important. Et ça permet d'avoir une bonne relation avec son client. Qu'est-ce qui va faire aussi que dans le temps, un avocat va tenir? Ça va être la relation qu'il a avec ses clients. Tu disais tout à l'heure, Rachid, il y a des avocats, ils travaillent un petit peu en fonction des dossiers, de la façon dont ils sont rémunérés, bien entendu, c'est sûr, mais comme n'importe quelle profession aujourd'hui. En revanche, quand on s'installe et qu'on développe une clientèle, la relation qu'on a avec chaque client, elle est fondamentale. D'abord parce que la relation de confiance et la relation qu'on a avec un client, ça doit être une équipe qui gagne. Moi, je dis toujours à mes clients, on est en couple professionnel pendant le temps de votre dossier. Voilà. Je dois être dispo pour vous, vous devez être dispo pour moi, on doit pouvoir se parler, se dire les choses. Parfois, ça m'arrive de m'engueuler avec certains clients, toujours dans le respect. Mais donc, ça doit être une équipe qui fonctionne. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un client peut vous en rapporter plusieurs. Et c'est toujours ça qu'il faut comprendre, surtout dans mon milieu. Alors Rachid, je pense que tu vas le dire, en matière pénale, c'est très important. On est recommandé par nos clients. On reçoit de maisons d'arrêt des courriers de désignation parce qu'il y a des clients qui disent à leurs codétenus, moi j'ai une avocate, elle est top, elle me dit la vérité, elle m'écrit en prison, elle m'envoie ses factures d'honoraires, elle est toujours dispo pour ma famille, elle est là à toutes les audiences, elle vient me voir régulièrement, elle est au top. Un client peut vous en rapporter des dizaines. Et pour le coup, je suis l'exemple type de l'avocate qui n'a pas fait de pénal pendant ses études. J'ai même pris un peu de temps pour faire mes études. Et j'avais demandé à ce que ça soit indiqué dans la présentation, j'ai passé le premier tour de la conférence, je ne l'ai pas eu. Et pourtant, je suis quand même là à faire 99,9% de pénal de mon quotidien. Parce qu'une relation avec un client peut changer une carrière. Mais derrière, c'est de l'entretien. Moi, ce client dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait quoi? Ça fait 7 ans maintenant qu'on se connaît. Et tous les ans, au Nouvel An, on s'envoie un petit mot. Il connaît ma date anniversaire, il m'envoie un message tous les ans à mon anniversaire. Et je le remercie à chaque fois. Et il continue à m'envoyer des clients. Et chaque client qui m'envoie également un client. Voilà comment ça se passe. Ça, vous l'apprenez avec l'expérience.
Mais ce sont aussi d'autres avocats qui vont vous le dire. Alors, moi, je vous le dis aujourd'hui, mais dans les audiences, les avocats, ils vont vous le dire. Et vous voyez certains avocats dans les audiences qui ont des bons rapports avec leurs clients. Vous voyez que ça matche entre eux. Et bien, ces relations-là, ça fait ensuite d'autres relations de clientèle. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Que c'est une nébuleuse. C'est comme une boule de neige qui va descendre de la montagne. Elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et puis du coup, un jour, vous avez besoin d'embaucher. Vous avez besoin d'une élève avocate. Vous avez besoin d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et puis ensuite, vous pouvez vous associer. Voilà comment ça se passe. Tous les conseils sont bons à prendre. Mais celui-là, qu'un de mes confrères m'a donné il y a quelques années, je pense que c'est celui qui a fait que ma carrière d'avocate, elle a été différente de celle que je pouvais envisager lorsque j'ai prêté serment. Alors, la question de savoir si des rencontres particulières m'avaient inspiré et m'avaient convaincu de prendre la voie que j'allais prendre, je dois dire qu'il y a une rencontre en particulier qui m'avait marqué. On était en 2010 et j'étais à la fac en L3. Et j'avais assisté à une audience de comparution immédiate. Et il y avait un jeune secrétaire de la conférence, donc Yassine Yakouti, pour ne pas le citer, qui est devenu un ami. Mais j'avais été assez bluffé par ce mec qui plaidait formidablement bien. Et je suis allé le voir, on a sympathisé un petit peu. Et il m'a dit... Et alors, en fait, en voyant son parcours, étant donné que je m'orientais quand même vers le droit des affaires, mais en même temps, je me disais que j'avais envie de faire du pénal, etc. Et cet avocat avait commencé chez Freshfields, ensuite un autre cabinet anglo-saxon. Il avait fait du droit des affaires, du corporate, et puis il s'était mis au pénal. Je me suis dit, ça ressemble à ce que j'ai envie de faire, parce que très tôt, en fait, j'avais l'intention de faire du droit des affaires par raison, mais je sentais bien que la passion du pénal instinctive à ce moment-là allait un peu l'emporter. Donc, et quelques années plus tard, ça s'est exactement passé de la même manière. Et donc, ouais, c'est une rencontre qui avait été assez importante. Je l'avais plaidé, c'était un type qui avait été pris il était en possession d'une arme blanche, d'un couteau. Et en fait, il avait plaidé quelque chose comme si on n'a plus le droit d'être amateur de cuisine, quelque chose. Son client avait été très lourdement condamné. Je crois qu'il avait pris bien au-delà des réquisitions. Tu me pardonneras, Yacine. Non, plus sérieusement, c'était une belle rencontre. Et en plus, qui s'est nouée dans la durée, parce que par la suite, moi, j'avais fait, après la fac, j'avais voulu faire une école. Et ensuite, dans le cadre de cette école, il fallait que ça puisse se combiner avec mon stage final. Alors, il m'avait accueilli en stage final. Et depuis, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un vers qui je me tourne assez naturellement. Aujourd'hui, il est membre du Conseil de l'Ordre. Je me tourne spontanément vers lui pour lui demander conseil, parce que c'est vrai ce que tu dis, Julia. Je pense qu'il y a des moments où on peut commettre des erreurs, en fait. Et ça, c'est aussi un point pour toutes celles et ceux qui veulent s'installer, il faut avoir une oreille bienveillante. Il ne faut pas s'auto-flageller de ce qu'on pourrait faire. C'est un métier difficile. C'est un métier dans lequel, parfois, en particulier quand on est un jeune avocat, en particulier en matière pénale, et en particulier dans des dossiers qui commencent à être un petit peu sensibles, c'est sûr que le petit avocat jeunot qui arrive là, on va essayer de lui mettre une pression parfois considérable, en fait, parce que la famille veut savoir ce qu'il y a dans le dossier, et en fait c'est là où il faut pas flancher, il faut être intransigeant, quitte à perdre des dossiers. C'est nécessaire, et c'est quelque chose sur lequel ça tient ou ça tient pas. Moi, je sais qu'à partir d'un moment, je me dis, c'est un arbitrage. Il faut se dire que ce dossier, peut-être que je vais le perdre parce que je refuse de dire à ce mec qui est venu me voir dans mon cabinet et qui me dit être son frère, donc j'ai absolument aucune certitude que c'est son frère, et quand bien même ce serait son frère, j'ai rien à lui dire, et en fait ça va pas lui plaire et il va pas être content. Et ben tant pis.
Et ça implique, j'ai envie de dire, encore une fois, d'être rigoureux. Et justement, ces oreilles-là qui sont bienveillantes et vers lesquelles ces personnes vers qui on peut se tourner, et moi je prenais cet exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête le plus spontanément du monde, c'est-à-dire Yacine, c'est important d'essayer d'identifier autour de vous qui pourrait être en mesure de vous informer, de vous renseigner quand vous êtes en plein doute sur quelque chose qui vous tracasse, notamment sur la question de la déontologie qui est fondamentale. Pardon, parce que justement, ça permet de rebondir sur une proposition que nous faisons avec Vincent dans le cadre de la campagne, qui est la mise en place d'un programme de mentoring. Il est vrai que la relation de collaboration a pas mal changé depuis quelques années, que bien évidemment, il doit y avoir un vrai travail de transmission dans cette relation de collaboration et que le premier mentor, en principe, doit être le patron. On est évidemment d'accord avec ça, mais on peut aussi avoir des questionnements si on fait un pas de côté qui ne sont pas uniquement en relation avec la relation de collaboration, c'est-à-dire pas forcément sur les dossiers dont on a la charge dans le cadre justement de cette collaboration. On peut avoir besoin de conseils, j'allais dire plus macro si on peut dire, c'est-à-dire effectivement vu un peu de plus loin sur notamment des choix de carrière. Ça fait tant d'années que vous êtes en collaboration, est-ce que vous devez justement faire ce choix entrepreneurial, vous installer, est-ce qu'il vaut mieux que vous envisagiez une association, est-ce que à partir de quel moment vous pouvez aller voir le cabinet qui vous emploie pour lui demander si vous y avez un avenir. Tous ces conseils-là peuvent vous être donnés par des confrères qui ont de l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle on aimerait mettre en place ce programme de mentoring qui permet justement, sur la base du volontariat, d'organiser sous l'égide de l'ordre cette transmission avec des rendez-vous réguliers entre le mentor et le mentee, le mentor étant en effet un confrère d'une certaine expérience qui est du coup totalement, si l'on peut dire, désintéressé et qui pourra avoir ses rendez-vous réguliers avec le jeune avocat et lui dire bah voilà, moi je serai toi, j'attendrai un peu avant de m'installer, qu'est-ce que tu as comme clientèle perso, quel est le schéma de vie personnelle qui est le tien justement, n'oublie pas, moi je serai toi, j'irai voir peut-être carrément un avocat pour te conseiller sur le choix de l'éventuelle structure, enfin, voilà, tous ces conseils qu'on ne va pas forcément pouvoir demander à son patron, mais qu'on va pouvoir demander en revanche à quelqu'un qui va être une forme de parrain professionnel. Et ça semble tout à fait, et vous le dites dans vos expériences, on a tous plus ou moins des repères, mais le fait d'institutionnaliser un petit peu ces repères-là avec quelqu'un qui vous accompagne sur la durée dans vos choix de carrière nous semble une proposition intéressante et vraiment à l'avantage de tous, parce que je pense que les jeunes avocats s'enrichiront évidemment de l'expérience de ces confrères plus expérimentés, et eux, ça leur donne aussi, si l'on peut dire, une forme de deuxième jeunesse, et de cet échange-là peuvent naître des choses très intéressantes. Tristan. Je peux juste dire un petit mot sur ce que tu disais, Julie. Je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'on ait 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans de barreau, on est toujours le petit d'un autre. C'est-à-dire que nous, moi j'ai été plus jeune avocate, je suis moins jeune maintenant, dans ma carrière, j'aurai encore des problèmes. Je me poserai encore des questions. Et j'aurai encore besoin, malgré l'expérience et malgré les années, de poser des questions à un autre avocat. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec vos nombres d'années de barreau, les questions que vous pouvez poser à des confrères plus expérimentés. C'est le sens de la vie. Des confrères plus expérimentés, même qui ont 40 ans de barreau quand vous en aurez 30, ont toujours quelque chose à vous apporter. Donc vraiment ça, il faut le garder à l'esprit. Et c'est vraiment très important. Alors au barreau de Paris, c'est un petit peu moins facile parce qu'on est beaucoup. Tu parlais de Yacine Yakouti, c'est quelqu'un en effet qui est très à l'écoute, qui répond au téléphone, mais il y a tous les autres membres du Conseil de l'Ordre, et puis il y a aussi vos amis du quotidien, vos anciens associés, si vous êtes restés en bon terme avec eux. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Petit point de détail, il y a aussi des groupes sur les réseaux sociaux qui permettent parfois beaucoup de soutien pour des avocats qui sont seuls. Juste dernière observation, c'est un métier, en tout cas, je ne sais pas si toi, Rachid, tu le sens, parce qu'on fait un peu le même métier, c'est un métier où on est très seul, parce qu'on doit prendre des décisions rapidement pour nos dossiers. On est donc très seul dans la prise de décision dont on ne peut parler à personne parce que c'est le secret professionnel. Et parfois,
se confier ou en parler sur des groupes un petit peu à des avocats qu'on ne connaît pas et qu'on ne fréquente pas, ça peut aussi faire du bien. Et ces groupes, ils sont aussi là pour ça. Donc il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Non, effectivement, la question des gens qu'on peut rencontrer est essentielle. Et effectivement, cette proposition de mentoring pourrait être tout à fait pertinente parce que, effectivement, chaque collaborateur, chaque jeune avocat n'a pas forcément la chance d'avoir dans ses contacts soit des bonnes relations avec son patron, soit effectivement avec des personnes établies dont il considère qu'ils pourraient considérer comme des mentors eux-mêmes, n'ayant pas forcément conscience de toutes les capacités qu'ils peuvent avoir. Moi, je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé et qui m'ont donné quelques principes. Et je crois que le premier principe, qui rejoint peut-être un peu ce que vous disiez tous les deux, c'est il faut se respecter soi-même. Et quand on dit qu'il faut se respecter soi-même, ça veut dire qu'il faut avoir le cran de dire non à un client qui nous demanderait de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Il faut avoir le cran de refuser un dossier lorsqu'on n'a pas les capacités de pouvoir le traiter. Et enfin, il faut aussi se respecter. Un avocat, ça se respecte. Et un avocat, ça facture et ça se fait payer. Et ça, c'est très très important parce qu'effectivement, si on ne se fait pas facturer, on pourrait, en plus, vous êtes dans un cercle vicieux où lorsque vous ne vous respectez pas, vous prenez un client dans une matière que vous ne connaissez pas, vous ne facturez pas, et en réalité, il y a 9 chances sur 10 que vous passiez la barrière parce qu'il faut bien que vous vous en dépatouillez. Et en cela, si vous avez un mentor, normalement, vous pouvez mettre des garde-fous et ça vous empêche d'arriver dans une situation comme celle-là. On m'avait donné un autre conseil qui était de dire, lorsque vous prenez un dossier, y compris si c'est le plus petit dossier du monde, à partir du moment où vous l'acceptez, vous le traitez comme si c'est le plus gros dossier de toute votre clientèle. Lorsque vous faites comme ça, en réalité, et là je crois que c'est toi qui disais ça, Julia, tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec toi, un client satisfait, ça génère énormément de clients potentiels qui vont entendre parler de vous de façon favorable. Et lorsque vous vous êtes respecté, vous avez facturé le premier client, donc le nouveau prospect qui vient vous voir, il sait très exactement à quoi s'en tenir lorsqu'il vient vous voir. Il sait qu'à un moment donné, vous allez le facturer et qu'il faudra bien payer. Et c'est vrai qu'en cela, j'essaie de le vérifier tous les jours. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et lorsqu'il s'agit de faire taxer les honoraires, on met énormément de temps avant d'obtenir une décision favorable. Mais globalement, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure, on met quand même un certain nombre de garde-fous lorsque on se respecte et qu'on traite chaque dossier, même le plus petit, comme il faut. Oui, un mot. Merci Rachid, Julia et Tristan pour la qualité de vos interventions. Ce que je voudrais dire, c'est que là, on parle d'installation. Le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est l'installation et le développement de la clientèle. Et il ne s'agit pas de l'installation individuelle simplement. Et donc, nous avons ici à cette tribune plusieurs types d'avocats installés. Tristan installé dans l'association, et Rachid aussi, et Julia un peu plus seul, d'après ce que tu dis. Je pense que l'installation elle-même, de manière individuelle ou par l'association, c'est avant tout une affaire d'énergie. On ne s'installe pas individuellement, par exemple, à la suite d'une mauvaise expérience de collaboration. C'est la pire des hypothèses. Donc l'installation suppose, même individuel, le travail en équipe. Vous pouvez être seul, domicilié, comme le disait Julia, mais avoir une équipe externalisée. Tu parlais de groupes WhatsApp qui sont tellement essentiels, indispensables. Il faut dialoguer avec les autres. On parle de rencontres, donc il n'est pas d'avocat sans rencontre. Si vous n'arrivez pas à cultiver et multiplier les rencontres, il ne faut pas vous installer de manière individuelle. C'est clair. Donc l'installation, c'est quoi? Par l'association, comme l'a dit Tristan, ou par l'installation individuelle, comme la vivent nos amis, c'est essentiellement le développement d'un travail par la rencontre, le travail en équipe et surtout la confiance du client. Julia a dit une chose énorme tout à l'heure, on ne ment pas au client. C'est-à-dire qu'on est dans l'expression d'une sincérité à l'égard du client, c'est clair. Le dossier est mauvais, il faut le dire. Le dossier est bon, on peut le dire. Et tout en mettant en exergue les risques et à développer une thèse que l'on estime bonne au départ.
Mais on ne peut pas raconter n'importe quoi, parce que c'est de l'escroquerie. Et le fait de raconter n'importe quoi est contraire à nos principes essentiels. Donc, ce qui importe, c'est la création d'un rapport de confiance. Et Tristan l'a dit aussi tout à l'heure. Donc, dans le rapport avocat-client, eh bien, il appartient aussi à l'avocat, c'est le premier devoir, de savoir dire non, ne jamais se laisser embarquer par le client. Pourquoi ? Parce que l'installation, finalement, individuelle en tout cas, ce n'est pas la panacée. Il y a beaucoup d'avocats qui, pour faire des économies, pour revenir sur l'aspect économique des choses et qui est prépondérant actuellement en cette période de crise sanitaire, de crise financière, de crise économique, la question de la domiciliation est importante. Il y a quelques années, on avait comptabilisé 8000 avocats au barreau de Paris qui sont domiciliés chez eux. On le voit bien, et qui exercent à partir de chez eux. C'est possible, car l'exercice chez soi renvoie, mais c'est un autre thème qu'on abordera un autre jour peut-être, au télétravail. Je suis chez moi, je travaille pour un cabinet. Je suis chez moi parce que je suis installé individuellement. Et il faut accepter ces situations-là, mais il faut recréer un travail d'équipe à partir du dématérialisé. Voilà, donc je vais créer une équipe complètement dématérialisée. Je pourrais ne pas rencontrer les gens, mais je vais les interroger à partir du moment où je me pose des questions sur tel ou tel dossier. Donc le secret de l'installation individuelle, c'est le travail en équipe. Le secret de l'association, c'est encore le travail en équipe. Et c'est à partir de là que les rencontres se multiplieront entre avocats, avocats-clients. Et à partir du moment où on aura quelques succès, où on aura évité la casse parce qu'on aura été sincère, eh bien, à partir de ce rapport de confiance, et il faut des années pour le créer, on passe sa vie à chercher des clients, eh bien, on assistera à un développement de clientèle, comme Julia l'a formidablement décrit, et puis Rachid tout à l'heure, Tristan aussi d'ailleurs. Mais donc, je pense que la grande règle de l'installation, c'est l'énergie à vouloir être un entrepreneur individuel ou un associé entrepreneur, et avec la volonté de rencontrer les autres. Ne fuyez pas les autres. Abordez-les, affrontez-les et faites-en des alliés. Je crois que c'est ça l'exercice. Sephora ? Merci beaucoup à vous trois d'être là ce soir. C'est très très intéressant de vous écouter partager avec nous vos expériences. Et on voulait vous demander s'il y avait une erreur que vous auriez faite ou une illusion que vous auriez eue au moment de votre installation, au moment de votre association, que vous pourriez partager avec nous et avec les jeunes confrères qui nous regardent pour peut-être les mettre en garde et les faire bénéficier de votre expérience. En fait, si vous pouviez retourner en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Julia ? Alors, je m'attendais à cette question. Moi, je ne changerais rien à ma vie professionnelle. Rien. Pas un mot, pas une conversation téléphonique, pas une audience, pas une plaidoirie. Je ne changerais rien. D'abord parce qu'avoir des regrets, ça ne sert strictement à rien dans ce métier. Il faut, quand vous avez des problèmes ou quand vous vous dites « j'ai perdu » ou « j'ai pas été bonne », analyser la situation, en tirer les conséquences, passer à autre chose. C'est essentiel dans cette profession de ne pas passer 10 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours sur une défaite, sur un dossier qu'on a perdu, sur un client qui vous a maltraité. Moi, dans ma profession, je suis une femme, dans le milieu des avocats pénalistes, parfois j'ai des clients qui ont tenté de me manquer de respect. Ils ont vite vu à qui ils avaient affaire, prenez la porte et vous allez trouver quelqu'un d'autre. J'ai pas de regrets, parce que c'est pas dans ce métier, c'est pas avec des regrets qu'on avance. Voilà. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Dans tout métier, il y a des défaites. Dans la vie, il y a des défaites, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. On ne peut pas s'arrêter dessus longtemps. Voilà. Vous êtes entouré, vous trouvez des gens pour vous conseiller, vous trouvez des gens à qui parler et vous passez à autre chose. Moi, j'ai une règle de vie. Quand je rentre chez moi le soir, mes dossiers sont toujours là, mais les problèmes, ils restent sur le paillasson. C'est essentiel. Et si vos problèmes, ils rentrent chez vous, vous mettez des baskets et vous allez courir 20 minutes, ou vous mangez des huîtres, vous faites ce que vous voulez, mais parce que un soir, ça vous pourrit la vie. 2 soirs, ça vous pourrit la vie. Et 6 mois plus tard, vous êtes toujours sur le même truc qui vous pourrit la vie depuis 6 mois. Et c'est comme ça que ça ne va pas. Pourquoi je vous dis ça ? On ne peut pas exercer ce métier-là si dans sa tête, on n'est pas fort. Si on n'est pas bien dans ses baskets, c'est compliqué de défendre les gens. Quand vous défendez des gens en matière pénale,
vous avez des gens qui risquent la prison, ou alors, mais j'en fais peu, des victimes de choses très graves. Donc vous prenez leur détresse en pleine figure. Mais quand vous défendez quelqu'un qui risque 5, 10, 15, 20, 30 ans de prison, c'est compliqué de rentrer chez soi. Moi, je me rappelle la première fois, comparution immédiate, je faisais des permes, donc c'était en 2011, je crois. J'ai un gamin qui est parti 6 mois en prison. Oh, je suis rentrée chez moi, mais j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais c'est horrible, il est parti en prison à cause de moi. Alors, il avait tenté de voler des apparts dans Paris en récidive, donc il avait pris 6 mois avec mandat de dépôt. Bon, ça a duré 10 jours. 10 jours où je rentrais chez moi le soir en me disant, le pauvre gamin, il est en tôle à cause de moi, l'enfer. Ça, plus jamais ça de ma vie. Plus jamais. Les problèmes, on les analyse, on en tire les conséquences et on passe à autre chose et on avance. Sinon, ça n'est pas possible de continuer à faire ce métier-là. Parce que le lendemain, vous avez un autre dossier, vous avez un autre problème, vous avez une autre solution à trouver. Quand vous êtes avocat, tout le monde le sait. C'est le téléphone toute la journée. Maître, j'ai une galère. Maître, j'ai envie de la frapper. Maître, qu'est-ce que je fais? Maître, à votre avis, est-ce que je dois me rendre? Attendez, stop. On rentre chez soi à 20h30. Stop, salut. Toute la journée, on doit trouver des solutions. Et la solution qu'on trouve, elle engage notre responsabilité. Quand on prend une décision, on s'y tient et on ne la regrette pas. Sinon, c'est vraiment le début de la catastrophe dans votre vie professionnelle. Donc moi, je n'ai pas de regrets. Et de toute façon, même si je voulais les chercher, je ferai en sorte de ne pas les trouver. Il y aurait peut-être des rencontres que j'aurais dû pousser, mais je pense que si ça ne s'est pas fait, alors moi je suis très comme ça aussi, c'est que c'est le destin. On peut avoir envie de s'installer, mais il y a des choses dans ce métier qu'on ne choisit pas. Il y a des rencontres qu'on fait qui nous apportent des choses, mais on ne choisit pas ce qui nous arrive. C'est-à-dire que vous êtes entraîné dans une boule de neige, j'en parlais tout à l'heure, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous continuez à avancer. Voilà. Il faut essayer de tirer du positif des choses qui vous arrivent. Et puis quand vous avez du négatif, vous en parlez et vous passez à autre chose. Donc c'est très très important. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder en arrière sur ce que vous avez fait. Moi, quand j'ai eu 10 ans de barreau l'année dernière, alors je suis très contente de faire partie aujourd'hui du jeune barreau, mais quand j'ai eu 10 ans de barreau l'année dernière, je me suis dit, oh là là, ça y est, je suis une vieille. Je ne vais plus avoir des réflexions sur mon âge, sur la taille de mes jupes, etc. Bon, je suis ravie, ça continue. Mais c'est important de regarder en arrière sur ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire. Parce que une carrière d'avocat, qu'on soit carriériste ou pas, moi je ne pense pas l'être. Moi, mon seul désir depuis que je suis gosse, c'est d'être avocate. Voilà. Et j'ai envie de continuer à l'être en fait jusqu'à ma retraite. Voilà. Je n'ai pas d'autres ambitions particulières, mais chacun fait sa vie. On est obligé de regarder en arrière pour savoir ce qu'on veut faire de sa carrière. Ça, c'est très important quand même de savoir vers quoi on tend. Si ce sont des dossiers plutôt de pénal financier, si on veut être dans certains dossiers médiatiques ou pas. Ça, c'est important de savoir. Et donc, il faut forcément, de temps en temps, regarder derrière soi. Mais sinon, pas de regrets. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention non plus de regarder trop derrière, puisque d'abord, j'ai pas énormément de recul, tout simplement. Moi, je me suis installé en 2018 et j'ai pas le sentiment d'avoir une carrière derrière moi où je pourrais me dire, tiens, j'aurais pu, sur un ton presque contemplatif, de me dire, j'aurais pu refaire ça différemment, j'aurais pu... Non, honnêtement, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Alors, il y a juste un point, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, et je vais immédiatement céder la parole à Tristan, puisque, vous l'aurez compris, ma réponse est l'absence totale de réponse. C'est quand je me suis installé en début d'année, je me suis associé avec, et plus précisément pendant la période du confinement, c'est vrai, avec mes associés actuels. C'est vrai que j'y trouve depuis quelque chose de vraiment très satisfaisant, mais on pourra peut-être en rediscuter, parce que cette confrontation des points de vue, le fait de ne pas se sentir seul, et c'est vrai que c'est fondamental parce que c'est un métier difficile. Quand on fait du pénal, c'est difficile. Quand on fait, d'ailleurs, quelle que soit la matière, on porte d'une certaine manière, c'est tellement banal de le dire, mais la vie des autres, que ce soit au pénal, au civil, en réalité, on porte des tranches de vie avec nous. Et ça appelle des moments de solitude qui sont assez efficacement contrecarrés et compensés par la présence autour de soi de ses associés.
Et bon, si je devais concéder, non pas un regret, mais quelque chose que j'aurais pu faire même encore plus tôt, ce serait ça, ce serait de m'associer avec des personnes qui correspondent à ce que j'ai envie de faire, à ma façon de voir les choses, et qui ont leur point de vue, et on en discute, évidemment, et c'est ça qui fait aussi la richesse de ces associations. Mais si j'avais su que c'était aussi bien, je l'aurais presque fait encore plus tôt. Voilà. Moi, pour répondre très, très rapidement, des regrets, on en a toujours. Des regrets, on en a toujours, des frustrations, on a toujours des moments où on se dit des coups de mou. Mais là où je partage tout à fait la position de Julia, c'est qu'en réalité, je crois que dans cette profession, si on n'est pas un éternel optimiste, on s'assoit et puis on laisse la crise nous engloutir, surtout avec la période actuelle. Voilà, nous, on voit, ce qui me concerne, je fais du contentieux des affaires. On a tous subi la suspension de toutes les audiences pendant 3 mois. Pendant 3 mois de confinement, il faut continuer de pouvoir payer les collaborateurs, il faut continuer de pouvoir payer les stagiaires, les locaux, les assistantes. Et si on ne se lève pas le matin, on s'écroule. Et puis on sait qu'inexorablement, il y en a d'autres qui vont s'écrouler. Donc je crois qu'il faut véritablement, voilà, c'est peut-être un état d'esprit, mais véritablement se dire que demain est nécessairement meilleur qu'aujourd'hui, qui est déjà meilleur qu'hier. Donc c'est ce que c'est pour ça que je me lève tous les matins. Non, moi j'ai pas tellement de regrets. Le seul regret que je peux éventuellement avoir, c'est de ne pas m'être lancée plus tôt. En effet, c'est peut-être aussi de ne pas avoir trouvé tout de suite ceux avec lesquels j'aurais pu tenter cette aventure, mais je pense que c'était aussi... je pense que quand j'ai quitté le cabinet, je pense que j'avais aussi besoin de me prouver que j'étais capable de le faire toute seule. Et c'est vrai que ça a été le cas. Je suis partie du cabinet, moi, avec une assistante et une collaboratrice. Et depuis, j'ai recruté 2 collaborateurs. Et bon, ce qui conforte le fait que c'était vraisemblablement un bon choix. Après, moi, c'est vrai que je suis aussi quelqu'un du collectif et l'aventure qu'on mène avec Vincent le montre par ailleurs. Et c'est vrai qu'on a toujours eu une vie collective au Palais et dans nos exercices professionnels, c'est aussi un peu pour moi une nécessité. Donc je sais que de toute façon, j'aurai d'autres aventures collectives sur le plan professionnel. Mais ça correspond à des étapes de la vie. Et donc du coup, c'est vrai qu'en réalité, non. Des regrets, j'en ai finalement assez peu. C'est comme ça que les choses se font. Oui, merci beaucoup. Je crois que, par définition, par principe, il ne faut jamais rien regretter, dans la mesure où ce que l'on fait est l'expression d'une volonté souveraine. Donc, si je regarde derrière moi, est-ce que je referais les choses différemment, c'est ça ? Non, parce que je n'ai jamais eu le choix en réalité. En réalité, on subit l'événement. Quand je parle de l'installation source d'énergie, bien sûr, il faut une énergie pour s'installer. Mais le métier d'avocat est un métier de contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je n'ai pas de dossier et qu'un dossier difficile se présente, un dossier qui va augurer une relation de contrainte difficile, laborieuse avec le client, je le prends quand même. Et donc la relation avocat-client là, devient un véritable labeur et devient extrêmement laborieuse. Donc j'ai un client difficile, comment est-ce que je vais le traiter ? Donc que l'on soit avocat associé ou avocat installé, travaillant en équipe ou pas, ce qu'il faut se figurer, c'est l'exercice d'un quotidien difficile, avec mise en danger de l'avocat. Car on nous demande de ne pas mentir, mais les clients passent leur temps à nous mentir. Nous sommes des héritiers d'un mensonge, malgré nous, et à partir duquel nous allons établir une vérité pour le client qui sera celle du client. Donc, si je porte un regard sur le passé, non, je dis que j'ai peut-être commis beaucoup d'erreurs, mais l'essentiel, c'est de réfléchir sur ces erreurs et d'en faire une expérience. L'expérience, on ne progresse qu'à coup d'erreur dans ce métier. Il ne faut pas culpabiliser sur un passé qui serait un passé de multiplication d'erreurs. Ce n'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de dommages considérables, de collatéraux. Bref, mais je crois que la réflexion essentielle de l'avocat, c'est une réflexion sur lui-même pour progresser, mieux défendre, mieux traiter ses associés, mieux se comporter avec eux, mieux se comporter avec ses collaborateurs et avec ses clients.
Donc la réflexion sur soi-même est indispensable, et surtout évitons de tomber dans le piège de la culpabilité qui nous fait faire des bêtises. Merci. Alors nous avons une autre question qui concerne plutôt la spécialisation. Faut-il absolument se spécialiser aujourd'hui pour se faire une place parmi les avocats du barreau de Paris? Est-ce que la spécialisation est nécessaire? Voilà, qu'en pensez-vous? Qui veut répondre en premier? Julia? On a trouvé notre rythme. Hein. Alors, la spécialisation est-elle nécessaire? Déjà, la spécialisation, c'est quelque chose de particulier. Hein. C'est comme une sorte de diplôme, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que, en tout cas, avoir un domaine d'activité est important? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, dans mon parcours, je n'étais pas destinée à être pénaliste. J'ai fait du droit européen, du droit des nouvelles technologies, j'ai fait de la procédure civile, du droit de la famille, et puis je me retrouve depuis quasiment 8 ans à faire que du pénal. Je fais du pénal, mais je ne suis pas spécialisée en pénal puisque je n'ai pas la certification. Ce qui est certain, 2 choses. La première, c'est qu'on ne choisit pas d'être pénaliste. D'ailleurs, on ne choisit pas non plus spécialement d'être affairiste. Ce sont les clients qui nous choisissent. D'accord ? Il faut bien avoir ça à l'idée. Pourquoi j'ai voulu dire tout à l'heure que je n'avais pas été choisie dans le cadre du premier tour de la conférence du stage? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avocats, j'en vois beaucoup dans les audiences, qui veulent à tout prix être pénalistes. Ah, je vais être pénaliste. Oui, non, d'accord, ok. Mais on ne choisit pas d'être pénaliste. Pourquoi? Parce que ce sont les clients qui vous appellent. Il y a certains avocats pénalistes qui écrivent à nos clients en prison pour dire qu'on est des sales avocats, mais c'est une minorité. Mais on ne choisit pas d'être pénaliste, en tout cas pour ce domaine-là. Au même titre qu'on ne choisit pas de défendre uniquement des pères dans le cadre d'affaires familiales, parce que moi je défends dans mes dossiers d'affaires familiales qui sont également au pénal, je défends quasiment que des hommes. Je ne l'ai pas choisi, ce sont eux qui m'ont choisi. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que j'avais quelque chose de plus dans l'humanité, dans la compréhension, dans le contact. Mais ça, il faut bien avoir ça à l'esprit quand on s'installe et qu'on développe et qu'on veut avoir une spécialité. C'est quand même pas nous qui choisissons. Voilà. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on doit avoir un domaine d'activité? Moi, je fais partie des avocats qui militent pour ne pas faire ce que je ne sais pas faire. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, quasiment tout, sauf ce que je fais. Voilà. Je ne fais pas de droit des affaires, je ne fais pas de droit commercial, je ne fais pas de droit fiscal. Je ne sais pas, je ne comprends rien, c'est du chinois. Je suis allée une fois au tribunal de commerce, j'ai eu l'impression d'être à Shanghai, dans un pays inconnu. Heureusement, j'avais des confrères sympas qui m'ont dit bonjour de loin, qui ont totalement compris que je n'étais pas du tout à ma place. Je faisais ça pour un de mes confrères, j'avais déposé un truc, j'ai rien compris. En revanche, ça, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Je vois beaucoup sur des groupes d'avocats qui prennent des dossiers dans des matières qu'ils ne gèrent pas du tout. Alors, quand on s'installe, on a envie de tout prendre et c'est normal. D'abord, c'est une charge de travail que vous ne pourrez pas facturer, d'accord? Vous ne pourrez pas facturer à un client des recherches sur un thème que vous ne connaissez pas du tout, d'accord? Pourquoi? Parce que le client, il vient vous voir, il croit déjà que vous êtes un peu calé. Donc, il ne va pas payer pour, entre guillemets, sans aucune méchanceté, votre manque de connaissances. Et puis, quand même, on engage sa responsabilité. Quand on donne un conseil, ne serait-ce qu'au téléphone, quand on envoie un SMS à son client, « Maître, je suis en galère, je n'ai pas payé ma facture, qu'est-ce que je fais ?» Vous répondez au SMS, c'est un conseil juridique, c'est une responsabilité professionnelle. Donc, quand on est jeune avocat, il faut prendre des matières qu'on gère un petit peu quand même, mais dans ces cas-là, on refuse les dossiers qui sont trop compliqués. Et ensuite, vous verrez ce que la vie professionnelle va vous apporter comme type de dossier. Et à force d'en faire, c'est comme ça que vous allez vous professionnaliser et c'est comme ça que vous allez aussi apprendre tout en restant avec les autres confrères, en discutant, etc., etc. Mais je fais partie des gens qui pensent qu'on ne choisit pas. Ça vient et on y est bien et ça continue. Moi, je pense que c'est comme ça que la vie professionnelle, elle doit se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, il y a des domaines dans lesquels vous serez meilleur que dans d'autres, tout simplement. Pour reprendre mon expérience à moi, en matière familiale, je défends quasiment que des hommes. Voilà, c'est comme ça. Parce que je pense que le fait de défendre des papas qui ne voient pas leurs enfants, c'est quelque chose qui me touche, et je suis plus à l'écoute peut-être que d'autres avocats.
ce n'est pas moi qui ai choisi, je me répète, ce sont eux qui l'ont fait. Vous allez avoir des avocats qui ne défendront que des parties civiles. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des avocats qui sont plus à l'aise d'un côté que de l'autre, et donc du coup, ils excellent plus d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est la vie professionnelle qu'ils choisissent, c'est pas vous. Il faut juste savoir être à l'écoute de tout ça et ne pas, à un moment donné, forcer dans une branche dans laquelle vous n'avez pas d'avenir. Quand vous vous installez, vous êtes un chef d'entreprise. À un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, il faut savoir se remettre en question et savoir écouter les conseils pour faire autre chose ou faire différemment. C'est très important, notamment chez les femmes. Je sais qu'il y a un grand nombre d'avocates qui arrêtent la profession au bout de 10 ans. J'ai vu les statistiques pendant le Covid, je me suis beaucoup intéressée à ça. Beaucoup de femmes qui arrêtent. C'est triste, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout de suite, quand ça ne fonctionne pas, réussir à prendre une autre voie, ou à prendre une voie différente, peut-être dans le même domaine, mais différente. Peut-être retrouver une collaboration, peut-être s'associer, peut-être exercer sur un autre mode. C'est très très important de bien comprendre tout ça. Alors, la question de la spécialisation, avec toutes les réserves sémantiques que tu as rappelées, Julia, effectivement, spécialiser, ça veut dire quelque chose. Le certificat de spécialisation, c'est quelque chose de particulier. Mais au-delà de ça, le terme de spécialisation, évidemment, dans son acception classique, on va dire, tout le monde est spécialisé, en réalité. Enfin, quand je regarde le jeune barreau actuel, je ne connais pas un de mes jeunes confrères qui dit « je suis généraliste ». Donc, en réalité, pardon, mais la question, elle est un peu, pas dépassée, mais comme dirait un intellectuel contemporain, elle est vite répondue. En fait, c'est nécessaire, c'est tellement ancré dans les mœurs du barreau, tout le monde sait qu'il faut un minimum être spécialisé. D'ailleurs, la question, ce serait presque de savoir s'il ne faut pas trop se spécialiser, puisque quand on regarde, alors c'est plutôt dans des structures très établies, où on va avoir des départements fiscaux, où on va avoir dans le département fiscal des collaborateurs dédiés aux prix de transfert, et dans les prix de transfert, une niche encore plus particulière. Et moi, ma question serait plus de savoir est-ce qu'il ne faut pas trop se spécialiser ? Parce que spontanément, instinctivement, quand on va s'installer, je pense qu'on va se dire je veux exercer dans tel ou tel domaine. Et évidemment que ce sont les clients qui appellent, mais ça implique quand même au préalable un choix de positionnement. À titre personnel, moi, je refuse tous les dossiers de divorce. Et je me dis, c'est peut-être à force un manque à gagner, hein, c'est très clair. Mais les divorces, je ne sais pas faire. Les divorces, je ne veux pas savoir faire. Puisque quand je me suis installé, j'ai évidemment eu la logique classique de me dire, en fait, je ne peux pas me permettre de faire de sélection, de faire la fine bouche, etc. Et puis j'ai pris un dossier de divorce et j'ai vu ce que c'était. Et en fait, très peu pour moi. Mais c'est aussi une question on va dire, de sensibilité à la matière. Est-ce qu'on apprécie ça, etc. Moi, j'ai été mis dans une boucle de mails dans laquelle l'époux et l'épouse se renvoyaient la balle en mettant en copie chacun son avocat. Et en fait, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Et ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, voilà, il faut savoir dire non, parce qu'il faut savoir se dire incompétent dans certains domaines. Moi, j'aurais été bien incapable de mener cette procédure dont je me suis délesté assez rapidement à son terme, et de façon efficace et dans l'intérêt du client. J'aurais eu sans doute, peut-être, des sujets de RCP. À un moment donné, si on prend quelque part, on engage sa signature, on engage sa responsabilité. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de donner un conseil sur lequel je suis à peu près serein quant à l'opportunité de le donner. Et par ailleurs, de la même manière, un dossier qui serait purement publiciste, par exemple, je fais pas de droit public. Voilà, j'ai une formation en droit privé. Donc, alors, le spectre peut être quand même assez large, parce que moi, il m'arrive de prendre des dossiers de contentieux civil, de contentieux commercial, eu égard à ce que j'ai pu faire avant,
Par ailleurs, il se trouve que moi, dans les cabinets dans lesquels j'étais, souvent, et là pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, mes co-collaborateurs dans ces cabinets-là, souvent, ils ne connaissent pas tellement de pénalistes et ils se souviennent qu'il y avait un timbré qui avait posé sa plaque directement après pour faire du pénal et qui n'arrêtait pas de parler de pénal. Et en fait, ce n'est pas si fréquent dans ce type de structure. Donc, ils pensent à moi, ils me passent un coup de fil, voilà, est-ce que ce dossier, etc. Mais pour revenir à la question de la spécialisation, je pense qu'elle est un peu dépassée. Je crois qu'elle est tellement évidente, et la question serait peut-être l'inverse, de savoir s'il ne faut pas trop se spécialiser. Merci Rachid. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord, et à partir du moment où en effet on rappelle le thème de ce soir qui est d'aider nos jeunes confrères éventuellement à s'installer, à s'associer et à développer leur clientèle, il est absolument certain qu'on développe plus facilement une clientèle quand on est bon dans ce qu'on fait, et on est bon dans ce qu'on fait quand on le fait régulièrement, et donc quand on est en effet quand même un peu spécialisé. Ça, c'est la première chose. On a aussi toujours sur cette logique de développement de clientèle, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est... un des éléments de choix, c'est aussi quand on est identifié. D'où le fait, effectivement, de privilégier des spécialisations, des métiers de niche. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, justement, que mon cabinet me spécialise en réalité, parce que ce sont les clients qui vous spécialisent, mais ce sont aussi les cabinets dans lesquels vous commencez. Autant vous dire que quand j'étais jeune avocate, le fait d'imaginer que je ferais ma carrière d'avocate en voie d'exécution n'était pas le truc qui me faisait fantasmer et triper le plus au monde, en fait. Mais il se trouve que le cabinet m'a spécialisée et qu'aujourd'hui, je lui en sais gré, parce que c'est un élément d'identification fort et qui fait et notamment, et ça c'est un autre sujet que je voulais aussi aborder, parce qu'on l'a un petit peu en creux abordé, c'est un peu la question du réseau. Si on avait un conseil à donner aux jeunes avocats, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas seul, évidemment, dans votre exercice professionnel, mais ne restez pas seul non plus dans votre vie, si je puis dire, paraprofessionnelle. Moi, il se trouve que quand j'ai démarré, j'ai eu la chance de rencontrer l'UJA et de tomber dans la marmite de l'UJA très tôt quand j'étais élève avocate. Au départ, on ne le fait pas, évidemment, à aucun moment, en réalité, par intérêt. On le fait parce qu'il y a ce côté tout nouveau, tout beau, on arrive dans la profession, on rencontre plein de copains. Moi, en plus, c'est pareil, je ne suis pas fille d'archevêque, je ne connaissais pas d'avocat, j'avais pas d'avocat dans mon entourage proche. Je veux dire, ça a été absolument fabuleux de rencontrer des jeunes avocats qui partageaient les mêmes préoccupations que moi, qui avaient éventuellement les mêmes griefs à l'égard de la formation qu'ils venaient de subir, entre guillemets, à l'EFB. Donc, ce réseau-là qu'on se fait, en l'occurrence, moi je me le suis fait un peu par hasard, mais quand vous n'avez pas cette chance-là, il faut la créer. On a la chance d'avoir un palais qui regorge d'associations. Je crois qu'au palais, on doit avoir à peu près 150 associations, soit des associations à vocation syndicale comme l'UJA, mais il y a effectivement d'autres syndicats aussi. Vous avez des associations par matière, vous avez des spécialistes du droit de la concurrence, des spécialistes du droit boursier, des spécialistes du droit maritime, que sais-je. En tout cas, vous avez tout un tas d'associations par spécialité, par culte même, par affinité. Vous avez, si vous faites du jardinage, vous avez une association. Si vous faites de la moto, vous avez une association. Vous avez toutes les associations sportives également. Emparez-vous de ça. Moi, je reçois de temps en temps des jeunes avocats qui viennent, qui me voient comme rapporteur pour leur prestation de serment. Et c'est la seule chose que je leur dise, c'est ne restez pas seuls. Emparez-vous de toutes ces associations et créez du réseau, pas tellement dans un esprit, encore une fois, intéressé, mais simplement parce qu'on s'en rend compte après, ça permet aussi de se dire que les confrères sont prescripteurs. On ne se rend pas compte à quel point les dossiers viennent aussi des confrères. Les dossiers viennent des clients, mais les dossiers viennent aussi énormément des confrères. C'est ce que tu disais à l'instant, Rachid, sur le fait que tes co-collaborateurs des cabinets dans lesquels tu as été t'envoyer des dossiers parce qu'ils ont parfois besoin d'une pratique pénale. On a tous connu ça, et c'est en effet aussi une source de développement qui est tout à fait importante. Donc il faut toujours avoir ça en tête, d'abord parce que c'est sympa, et ensuite parce qu'en plus de ça, on peut y gagner des dossiers. Donc surtout ne pas hésiter à développer ces réseaux-là.
Très rapidement, je voudrais ajouter que moi je n'ai jamais aimé le terme de spécialisation. Je préfère celui de praticien. Le praticien, c'est celui qui pratique bien évidemment une matière. Donc on ne s'improvise pas avocat, on ne s'improvise pas avocat pénaliste, avocat affairiste, pour reprendre le terme de Rachid. Mais d'ailleurs, il y a un proverbe anglais qui l'illustre bien. Un bon avocat connaît le droit, un grand avocat connaît le juge. Et je trouve la formule assez exceptionnelle et qui renvoie d'ailleurs à une autre idée. Pendant de nombreuses années, j'ai entendu beaucoup de confrères qui pratiquaient et le judiciaire et le juridique dire que le judiciaire tenait le juridique et que pour donner un bon conseil en matière juridique, encore fallait-il pratiquer le judiciaire. Donc ce que je veux dire, la spécialisation, Rachid le disait tout à l'heure, on en est très loin aujourd'hui. La spécialisation, elle se fait de manière intellectuelle, bon, par la formation continue certes, mais au-delà, tous les jours, par l'accès aux données dématérialisées, au Legal Tech, il y a toute cette information. Louis de Gauss parlait récemment, lors de la dernière Assemblée Générale du CNB, de jurimétrie. Donc l'accès à l'information dématérialisée, qui coûte cher d'ailleurs, mais on en parlera plus tard. Donc c'est l'un des indicateurs d'une spécialisation, le fait d'avoir accès à une information au quotidien, de se renseigner sur l'évolution de la jurisprudence, d'avoir accès à des décisions inédites. C'est important parce qu'on est renvoyé à cette nécessité de se spécialiser, d'être un expert ou d'être un bon praticien par tout simplement le travail de nos dossiers. Donc nous encourons une responsabilité si notre culture juridique est insuffisante. Mais je crois qu'il est nécessaire de développer une pratique de spécialiste à partir de la pratique qui est source d'enseignement. Et moi, je ne vois pas d'autre solution. Pour ce qui concerne le fait de s'enrichir de connaissances juridiques, si elles sont décorrélées du dossier, je ne vois pas l'intérêt d'être un puits de science si cette science-là ne s'exerce pas au profit d'un client. Donc, il faut revenir sur toutes ces idées qui ont présidé à la mise en œuvre des certificats de spécialisation. Soyons des spécialistes à partir d'une observation de la pratique et d'un travail de la pratique sur la pratique dans l'intérêt de nos clients. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont dites durant cet événement-là. J'ai relevé plusieurs points. Le premier, c'est l'importance effectivement des réseaux et des cercles que l'on peut créer ou rejoindre dans le cadre de notre carrière professionnelle. Il y a aussi apparemment le fait que les dossiers viennent d'eux-mêmes, si j'ai bien compris ce que disait Rachid tout à l'heure. Ça me rappelle d'ailleurs ce que me dit très souvent un confrère, la nature a horreur du vide. Du coup, on peut se poser légitimement la question de savoir si il est vraiment nécessaire et important de se démarquer dans un barreau qui a quand même pour spécificité de compter énormément de confrères, parce qu'on est plus de 30 000, presque la moitié des effectifs de France. Donc dans ce contexte-là, faut-il se démarquer? Est-il nécessaire de le faire? Et si oui, comment y parvenir? Alors, faut-il se démarquer? C'est une vaste question. Je rappelle quand même que notre colonne vertébrale, c'est conscience, dignité, indépendance, probité, humanité. Donc déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est la première chose à rappeler. C'est très important, je trouve, qu'on soit jeune ou moins jeune, de bien avoir à l'idée qu'on est tenu par des règles de déontologie. Il y a également ce qui ne figure pas dans notre serment, la délicatesse. Moi, je crois qu'on ne se démarque pas vis-à-vis des autres avocats. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis ma vie d'avocate au quotidien. Moi, je me démarque vis-à-vis de mes clients, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a une place pour tous les gens qui bossent. Voilà. J'ai pas besoin d'aller écraser un confrère, j'ai pas besoin d'aller lui piquer des dossiers, j'ai pas besoin d'aller lui dire du mal de moi, j'ai pas besoin de faire des buzz inutiles sur les réseaux, j'ai pas besoin de ce genre de choses. On se démarque par le travail de qualité qu'on fait.
Alors après, puisqu'on est là aussi pour vous donner des conseils, aujourd'hui, on est sur une génération de la rapidité. On peut aussi se démarquer vis-à-vis de ses clients par le fait d'être toujours disponible, de recevoir des SMS, de répondre aux SMS. Moi, je réponds par exemple le week-end à mes clients. Voilà, c'est un choix de vie que je fais parce que mes clients savent que globalement, la plupart de mes clients sont de ma génération, donc je vais avoir 38 ans. On a quasiment tous le même âge. Ils aiment ça, ils m'envoient beaucoup de SMS. Ça, c'est quelque chose qui me permet de me démarquer, mais pas spécialement vis-à-vis des autres avocats, parce que je pense qu'on est tous un peu pareils, mais c'est par rapport au client. Parce que c'est le client qui, je reviens un peu toujours au même, mais c'est le client qui va dire du bien ou du mal de vous, en fait. Donc c'est important de privilégier chaque relation avec chaque client. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je voudrais quand même rappeler que c'est beaucoup de travail. Alors je sais que ça fait un petit peu montagne à gravir. À Paris, contrairement à d'autres barreaux, on est beaucoup. Il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est du travail. Chacun se démarque par son travail, son sérieux. En tout cas, c'est ma vision des choses. Par son honnêteté. On ne peut pas, je pense, c'est mon avis, on ne peut pas être avocat et rester au lit jusqu'à midi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a du travail, il y a des clients à gérer. Aujourd'hui, un mec qui vous envoie un SMS à 9h du mat, si à 14h vous ne lui avez pas répondu, il va vous relancer. Voilà. Vous recevez un message, je suis en audition, je vous rappelle. J'ai une audience ce matin, je vous rappelle à 14h quand je sors. Elle est là, la démarcation. Elle est dans le travail. Ça, il faut bien comprendre qu'être avocat, c'est pas porter sa robe et aller faire la belle dans le palais. Alors, on l'a tous fait, je veux dire. Mais c'est pas ça le travail d'un avocat au quotidien. Un avocat, il est là pour répondre aux questions, pour trouver des solutions, pour plaider, pour écouter, pour conseiller, pour défendre, pour se battre. C'est un métier. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est le travail et le sérieux. On s'installe pas spécialement sur un coup de tête parce qu'on est vite rattrapé par les réalités du métier. Moi, je me rappelle à l'époque où je me suis installée en même temps que plusieurs de mes copines. Et j'avais des copines qui me disaient « Oh non, moi demain je viens pas, j'ai pas de taf, je reste chez moi tranquille, pépère jusqu'à 14h. » Chacun sa vie, encore. Moi, ça faisait rire tout le monde. J'étais au bureau à 8h, je repartais à 18h, même si je me faisais chier toute la journée, désolée d'expression, mais c'était ça, j'étais là. J'étais là parce que je me suis dit, si j'ai un client qui m'appelle, je suis à fond, je suis à mon bureau, j'ai mon ordi, j'ai mon imprimante, je peux gérer. C'est ça. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. Et en fait, ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont bosser et ceux qui vont réussir à rester dans ce métier-là. En plus, quand on est une femme, c'est pas évident. Quand on est une femme dans ce métier, il faut le dire, c'est pas évident, on a vu les statistiques, donc c'est pas évident de rester. C'est du travail, du sérieux, de l'implication. Voilà. Et ça, faut le comprendre. Quand on s'installe, on ne prend pas de vacances. Quand on s'installe, on travaille. Quand on a un client qui nous appelle le dimanche, qu'on a une garde à vue à 3h du mat pour un mec qui a volé 3 litres d'essence dans une station, on se déplace. Voilà. C'est chiant, mais c'est comme ça. C'est le travail. Ce métier, encore plus quand on est seul, moi je travaille seule, je suis dans une ESM et je suis seule, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ce sont des sacrifices. Moi, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices parce que mon métier est une passion, mais ce sont mes amis qui me le disent, est-ce que tu te rends compte des sacrifices que tu fais pour ton métier, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale, ce sont des sacrifices, on est tous obligés d'en faire. C'est ça, je pense, qui vous démarquera, non pas vis-à-vis des autres avocats, mais de vos clients, parce que je le répète encore, ce sont les clients qui font de vous l'avocat que vous êtes. Mis à part vos compétences, votre travail et vos victoires, si vous avez des clients mécontents, c'est peanuts. Encore plus en matière pénale, quand vous faites un client mécontent en matière pénale, je ne vous raconte pas la réputation qu'il peut vous faire derrière. Donc il faut bien aussi avoir ça en tête. On se démarque vis-à-vis de soi-même et surtout vis-à-vis de ses clients. Les autres confrères, il n'y a pas de concurrence. Tout le monde a sa place ici. Alors, je tempérerai peut-être un petit peu ce propos. D'abord pour dire qu'il est hors de question qu'on me réveille pour 3 litres d'essence volée, à titre personnel. Le sommeil, c'est très important. Julia, il faut que tu dormes, je pense.
Non, plus sérieusement, c'est un milieu qui, qu'on le veuille ou non, est concurrentiel. Je dirais même ultra concurrentiel. La question, effectivement, c'est de voir les choses et de se dire, est-ce que je vais faire la course ou pas ? Par exemple, à titre personnel, les réseaux sociaux, je suis incapable. Enfin, d'abord, je suis incapable parce que je pense que c'est un exercice qui est risqué et qu'il faut savoir faire et pour lequel il faut avoir une certaine appétence. Moi, à titre personnel, j'ai pas ce goût-là, voilà, de poster. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire. Mais certains voilà, en tout cas, y arrivent, le font bien, et c'est tout à leur honneur. D'autres le font très mal, en tout cas prennent des risques inconsidérés. Et donc, c'est peut-être une façon de se démarquer. Moi, je me pose pas tellement la question, à vrai dire, de savoir comment je dois me démarquer. Je me réveille pas le matin en me disant comment est-ce que je vais me démarquer par rapport aux autres. J'essaie juste de faire mon travail, en fait. J'essaie de, quand je prends un dossier, de le faire le plus avec la plus grande rigueur, de le faire le plus honnêtement possible. Ce qui a été dit tout à l'heure par Julia, c'est tout à fait exact. De toute façon, si on ment au client, il va se rendre compte qu'on lui a menti. Si on lui indique qu'il y a très peu de chances qu'il prenne un mandat de dépôt, s'il se retrouve à Fleury-Mérogis, il va se rendre compte qu'on lui a menti. Et ça va crisper d'autant plus les choses que si on l'avait correctement préparé sur le risque. Sur ce qu'il y a dans le dossier, si on prépare son client autant qu'il soit prêt à répondre à certaines choses. Bon, donc en fait, c'est simplement en étant rigoureux qu'on se démarque, en étant un minimum rigoureux, en mettant des barrières parfois aussi, c'est important. Voilà, en tout cas, moi personnellement, j'essaye de faire en sorte que si un client, par exemple, m'écrit sur WhatsApp, c'est vraiment c'est un arbitrage. Je laisse pas ça et en fonction de l'usage que lui va en faire, je n'hésite pas à mettre le holà en fait en priant la personne de me contacter, soit au téléphone de façon normale quand elle a vraiment une question importante, soit en m'écrivant un mail, soit en m'appelant en fait tout simplement. Mais bon, il y a des barrières à mettre, on décide de les mettre ou pas. Et c'est comme ça, en fait, on a sa patte. Il faut faire les choses naturellement, en fait. Je pense qu'il ne faut pas tellement se poser de questions en réfléchissant à la façon dont on pourrait se démarquer. Moi, personnellement, en tout cas, je ne me pose pas tellement cette question au quotidien. Voilà, j'essaye de... Là, pour vous donner une anecdote, vendredi, en fin de journée, je recevais un client qui avait un nouveau client qui a une cinquantaine d'années et qui me disait mon précédent conseil, donc il a suivi pendant un certain nombre d'années, avait des méthodes dont il me fait le récit et qui semblent être vraiment d'un autre âge. Et je lui dis, c'est un vieux de la vieille, enfin quelque chose comme ça, mais de façon très informelle. Et il me dit, en fait, il y a mon âge, ce qui était un peu problématique. Je pense que j'ai déjà perdu ce client. Mais plus sérieusement, en fait, j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas, c'est-à-dire le manque de communication, le fait de ne pas faire de pédagogie avec son client. Peut-être qu'il était fatigué de faire de la pédagogie, alors que concrètement, ça n'a pas l'air d'être le client complètement hystérique, qui vous rappelle 15 fois par jour, etc., pour poser toujours la même question. Et en fait, c'est simplement quelqu'un qui, malgré son âge relativement jeune, une cinquantaine d'années, très jeune, il s'est mis sur dans une tour d'ivoire en se disant j'ai pas à vous expliquer. C'est la phrase que me disait le client en question. J'ai pas à vous expliquer. Si, il faut expliquer en fait. C'est quand même la vie des gens. Il faut quand même leur expliquer et faire ce travail de pédagogie et les recevoir et les appeler et leur dire ce qui se passe dans leur affaire et comment est-ce qu'on peut répondre à telle ou telle difficulté et faire ce travail-là. Tout simplement, c'est la façon dont on essaye de se démarquer et sans... Effectivement, moi, je ne suis pas trop dans la logique qui consiste à taper sur les uns et les autres. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Il s'agit juste de faire les choses à peu près correctement. Oui, merci. Non, je rejoins complètement ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a deux valeurs importantes. C'est en effet le travail.
et la rigueur et l'honnêteté dans le travail. Bon, il faut évidemment se montrer disponible. Après, encore une fois, chacun met le curseur là où il a envie de le mettre, mais il faut aussi qu'on soit conscient que le droit s'est quand même considérablement complexifié. C'est aussi d'ailleurs, pour revenir sur le sujet précédent, une des raisons pour lesquelles le fait de se spécialiser ou d'être un bon praticien, pour reprendre l'expression de Vincent, devient de plus en plus nécessaire, et en effet c'est le cas. J'ai perdu le fil de ma pensée, voilà. Pardon. Voilà, on met le curseur effectivement sur la disponibilité. Oui, le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'il faut aussi savoir se remettre en question. On a la chance d'exercer une profession dans laquelle on apprend quelque chose de nouveau tous les jours. En tout cas, moi, ça fait partie des choses que j'aime dans cette profession. Après 25 ans de barre, j'ai encore l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Ça, c'est quand même une chose absolument merveilleuse, je trouve. Mais ça veut dire aussi qu'il faut savoir se remettre en question et ne pas rouler trop sur ses habitudes. Et c'est un peu le risque aussi qu'on peut avoir quand on a une pratique un peu régulière d'une matière. Voilà, en 2 mots. Non, une petite remarque sur comment se démarquer, là où je rejoins évidemment Julia et Rachid, le travail. Le travail, c'est indispensable. Les clients, il faut qu'ils payent très cher des prestations qui correspondent à un travail. C'est le seul objectif. Et qu'à la fin, le résultat, il soit là. J'ajouterais qu'il y a une nécessité qui est le corollaire à cela, qui est le faire savoir. Le faire savoir, on en a parlé tout à l'heure. Les clients, ils viennent comment? Ils viennent soit par le réseau privé, que ce soit famille, amis, réseaux sociaux, premier pan. Deuxième pan, les confrères. Vous avez des confrères qui font 80% ou 90% de leur chiffre d'affaires grâce à d'autres confrères qui leur envoient des dossiers. Ceux-là, vous les verrez sur aucun réseau social, ils feront absolument rien et ils auront une clientèle tout à fait honorable qu'ils traiteront tout à fait favorablement. En parallèle, vous avez d'autres confrères qui, pour le coup, ne sont pas tellement dans les clubs de sport ou les différents syndicats que peut proposer le barreau, et qui, pour le coup, sont exclusivement des entrepreneurs et vont aller voir différentes entreprises, des start-upers, tous les viviers d'activités qu'il peut y avoir, et qui, pour le coup, auront une activité complètement, voire exclusivement, liée à leur réseau. Je crois qu'il faut avoir conscience lorsqu'on s'installe ou lorsqu'on développe véritablement une clientèle, il faut avoir conscience de ses atouts, il faut avoir conscience de là où on est le meilleur pour pouvoir développer une clientèle, que ce soit via le contact avec les avocats, soit via des prospects extérieurs, et faire savoir qu'on est travailleur et qu'on est en mesure de pouvoir satisfaire un éventuel besoin qui nous appartient évidemment de créer le cas échéant pour pouvoir y arriver. Un mot, même si tout est déjà excellemment dit, on nous parle du travail, du faire savoir, merci Tristan, c'est bien, mais faire savoir son savoir-faire. Donc nous sommes sur des critères de compétence et de notoriété. Donc la question qui a été posée, c'était comment se démarquer. Les avocats se démarquent aussi par la notoriété, bien évidemment, et la notoriété liée au travail. La relation avocat-client, ce n'est pas du travail, c'est de l'hyper-travail. C'est ça qu'il faut comprendre pour que ça marche. C'est Stéphane Durand-Soufflant qui disait qu'on juge un bon avocat à son résultat. Donc un bon avocat, c'est celui qui obtient du résultat. Quel résultat? Un bon résultat. Gagner ou atténuer la casse. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, et c'est ce qui va créer la notoriété. Donc il y a des procès qui amènent les journalistes. Et donc le rapport aux journalistes, le rapport à la presse se fait bien par essentiellement, je pense, la publicité de l'audience. Donc la notoriété s'acquiert aussi peut-être par des classements, on assiste à des classements. Ce qui pose le problème aussi de la notation de l'avocat, mais c'est encore une autre difficulté. Mais vous savez, ce classement dans ce magazine GQ, c'est ça?
le classement des 10, 20, 30 avocats les plus puissants. Et comment se démarquer par le classement? Suis-je un avocat puissant ou un avocat qui est le contraire d'un avocat puissant, un avocat impuissant alors? Bon, j'exècre cette notion d'avocat puissant. Hervé Temim le disait d'ailleurs récemment sur France Culture, il n'y a pas d'avocat puissant. Il n'y a que des avocats compétents, talentueux, mais puissants. C'est quoi un avocat puissant? Qui fait quoi? Qui a de l'influence sur autrui. Avoir de l'influence, c'est dangereux. Car l'influence pèse toujours sur l'influence une présomption irréfragable de trafic. Donc, il faut se méfier de ces notions-là. Et je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions totalement saines. La valeur travail, la notoriété liée au travail, et c'est déjà bien comme ça. Merci. Et pour finir, une dernière question. Selon vous, comment est-ce que l'ordre des avocats pourrait faciliter l'exercice de la profession, l'installation et le développement de la clientèle? Merci. Julia, je suis sûr que tu vas nous apporter une belle réponse. La râleuse qui est au fond de moi et qui sommeille pas trop souvent, les charges, l'URSSAF. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'installe, même quand on a passé 2 ans en collaboration, bim, on a l'URSSAF. Alors, moi, je suis un peu sur les réseaux, Rachid, et je pense que tous les gens qui me suivent savent que je ne supporte plus l'URSSAF. Donc, voilà, il y a aujourd'hui, puisque quand vous allez vous installer, vous allez voir ce que c'est que d'être un entrepreneur, il y a cette question des charges qui se pose. Aujourd'hui, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui à l'EFB, mais moi, quand j'étais à l'EFB, donc à une époque où j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait pas de formation sur le paiement des charges. C'est-à-dire que moi, quand je me suis installée, la TVA, tout ça, j'ai dépensé, quoi. Et 2 ans plus tard, je ne vous raconte pas comme ça m'a fait mal. Aujourd'hui, j'arrive à peu près à gérer, mais on est très, très, très chargé à Paris. Et au-delà des cotisations, des charges normales, on a aussi les loyers. Les loyers à Paris, c'est indicible. Je veux dire, parlons chiffres. Si je peux parler chiffres, ça pose de problème à personne. Moi, j'ai un loyer aujourd'hui, globalement, j'ai 22 mètres carrés dans le 8e. Non, autant être très franc avec tout le monde. Je paye à peu près 1 600 € TTC par mois. 1 600 € TTC par mois, globalement. Hein. Parce qu'il y a la taxe de je ne sais pas trop quoi, là encore, bon. Il y a toutes les autres charges. Il y a aujourd'hui se déplacer en voiture dans Paris, payer le stationnement. Il y a les amendes, il y a tout ça. Est-ce que l'ordre pourrait nous aider là-dessus? Je pense d'abord sur la formation. Je pense qu'aujourd'hui, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, quand on s'installe, moi aujourd'hui, je sais quand le rattrapage d'URSSAF arrive, le 5 novembre, il faut que je paye. Mais pendant très longtemps, je ne me souvenais pas de cette date. Donc 5 août, 5 novembre, on n'est pas bien quand on est avocat. Mais pendant des années, voilà, j'arrivais pas trop à savoir quels étaient les chiffres qui allaient me tomber sur la pomme, etc. Je pense qu'au niveau de la formation, en tout cas à l'EFB, et pour les jeunes avocats qui s'installent, ou les moins jeunes, mais en tout cas ceux qui s'installent, c'est très important de savoir. Parce que la question financière, bon, les honoraires, etc., c'est quelque chose qui est aussi individuel. Mais en tout cas, la gestion d'un cabinet d'avocat, la gestion d'une petite entreprise, on doit nous expliquer comment ça se passe. Moi, je me suis retrouvée dans la galère au bout de 2 ans parce que la TVA est revenue et j'avais 10 000 € à payer. Enfin, je veux dire, alors j'ai très bien vécu pendant 2 ans avec la TVA, mais à un moment donné, il a fallu que je la rende. Donc j'ai vendu ma voiture. Mais si vous voulez, c'est parce que je n'avais pas été spécifiquement bien formée et je ne comprenais pas tout ce qui arrivait. L'URSSAF, à l'époque, il y avait le RSI, il y avait des trucs, je ne comprenais rien. Voilà. Ça, c'est la première chose. Je pense que, et on vient de le voir pendant la crise du Covid, je sais que l'ordre a fait beaucoup de choses pour les avocats. Moi, je vois sur les réseaux des avocats qui sont super galères. Voilà. On s'est retrouvés dans une période où l'ordre a fait ce qu'il pouvait, mais des crises, on en aura probablement d'autres dans les années à venir, que ce soit des crises sanitaires ou autres. Nous, les avocats, quand on est, enfin en tout cas moi, du jour au lendemain, j'ai plus d'audience.
Je pénalise, j'ai plus d'audience, j'ai plus de clients, j'ai plus d'honoraires. Il faut voir les choses, comment ça se passe. En matière pénale, vous avez un dossier, une audience, une facture. Pas d'audience, pas de client, pas de facture. Donc derrière, chut, on est un petit peu dans la catastrophe. Je pense que l'ordre pourrait peut-être ouvrir des numéros d'urgence. Je ne sais pas spécifiquement si ça existe le reste du temps, mais en tout cas qu'on ait des conseils financiers peut-être. Savoir, là, on va tous passer à la casserole à la fin de l'année du rattrapage de l'URSSAF que l'URSSAF ne nous a pas pris pendant plusieurs mois. Voilà. Enfin, je pense qu'on a tous hurlé au scandale quand on a reçu ces derniers jours notre régularisation d'URSSAF. Et parfois, on le voit sur les groupes, des avocats qui sont vraiment en détresse. Alors, parfois, on se dit « Oh, c'est bon, je pose à côté, je regarderai plus tard ». Mais il y a des avocats qui prennent ça très à cœur et à juste titre parce que derrière, il y a des charges qui tombent. Je pense que l'ordre doit être plus à nos côtés sur ces questions de charges. Aujourd'hui, on a quoi, 60% de charges sur notre chiffre d'affaires à Paris à peu près. Je crois que c'est ça le chiffre. Et puis tout le reste derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Porter la parole des avocats. Je sais que l'ordre a négocié concernant le stationnement à Paris. Moi, en tant que pénaliste, je suis tout le temps en voiture. Je me déplace tout le temps. On a eu la carte Sésame pendant des années. Okay, on était considérés comme des commerçants comme les autres. Et puis un jour, en 1er janvier, je suis venue au bureau. Je n'étais pas sortie la veille. Je suis venue au bureau, bim, j'avais plus le droit à la carte Sésame. Non mais la catastrophe. Un budget stationnement tous les jours dans Paris, c'est à coût de 1 500 € par mois. Enfin, je veux dire, on ne fait pas des journées de 4 heures. Moi, quand j'arrive au bureau à 7h30, que je repars à 20h, si je payais mon stationnement à l'heure, enfin, c'est pas possible. Il me faudra un tapis volant. L'ordre a négocié, voilà, une carte. Ça reste quand même un budget, même si bon, c'est pas mal quand même. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment un accompagnement sur cette question spécifique. En tout cas, moi, ce sont des difficultés par lesquelles je suis passée à l'époque où je me suis installée, puisque je me suis installée 6 mois après avoir eu cette régularisation de TVA. Donc, bon, voilà, ça m'a prise à la gorge. Et puis ensuite, il y a des épreuves dans la vie. Quand j'ai déménagé, j'ai intégré une SCM, j'ai dû payer des charges, payer des parts, etc. Peut-être avoir du conseil financier auprès de l'ordre, comme on peut avoir dans des banques. Enfin, moi, j'ai pas envie d'aller raconter ma vie privée à la banque, quoi. Je préfère en parler à quelqu'un, à l'ordre des avocats, qui pourra me conseiller spécifiquement. Voilà, peut-être une formation et un service explicitement dédié, pas forcément quand on est en difficulté, mais quand on a besoin de conseils pour des échelonnements de paiement, pour des mensualisations de charges, voilà, ce genre de choses. Alors, également sur ce volet formation, je crois que l'ordre alors d'abord dire que l'ordre a fait un travail de formation pendant le confinement qui était extraordinaire sur les webinars qui ont permis de se poser sur 2-3 choses sur lesquelles on n'avait pas forcément vocation à s'intéresser dans l'immédiat, et ça a été l'occasion justement de s'y mettre. Moi, j'ai suivi des formations, honnêtement, j'aurais jamais pensé pouvoir m'intéresser aux subtilités de la procédure d'appel. Alors, bon, pour aboutir à la conclusion que c'était tellement compliqué qu'il fallait prendre un ancien avoué, mais non, j'ai quand même appris pas mal de choses. C'est assez intéressant. Ce format de formation est assez intéressant dans les matières qu'on ne pratique pas au quotidien, quoi. Donc ça avait cet avantage. Et d'ailleurs, demain après-midi, je plaide à la cour d'appel un dossier où j'ai soulevé une caducité de la déclaration d'appel. Donc si mon contradicteur suit ce webinar, voilà, j'en suis désolé, mais non, mais plus sérieusement, ça c'est un point vraiment très, très positif et qu'il faudrait renforcer à l'ordre, je crois, et pérenniser, même au-delà de la crise sanitaire, et faire quelque chose d'assez régulier sur cette formation. Voilà, on a tous Facebook, on peut tous se connecter comme ça en live et suivre une formation avec quelqu'un de vraiment calé dans un domaine particulier qui n'est pas notre domaine quotidien et sur lequel on aura beaucoup de choses à apprendre. Et là-dessus, sinon je rejoins sur les autres types de formations au-delà du fond de nos matières. Une formation de la nature de celle que tu as évoquée, Julia, je pense serait effectivement bienvenue. Voilà.
évidemment, cette question de la formation, elle est centrale. Je crois que l'ordre, il a une double vocation. Il a une vocation de pouvoir aider, évidemment, les avocats aux différents stades, y compris les plus dramatiques, je dirais, lorsque les cabinets sont en difficulté, pour accompagner les avocats. La formation, elle est très très importante en amont, évidemment, pour éviter d'arriver à ces situations-là. Et je crois que vis-à-vis des jeunes avocats qui s'installent, et peut-être même plus particulièrement au regard de la période actuelle, et c'est la dualité de l'ordre, je crois que l'ordre a un rôle essentiel dans la négociation avec les pouvoirs publics concernant les charges, concernant tout ce qui peut se passer. Effectivement, l'URSSAF a cessé de prélever, donc ce qui a effectivement permis un appel d'air pour l'ensemble des avocats. Le fait est, c'est que le 5 août, ils ont prélevé, si je ne m'abuse, une part significative. Et alors je crois que ça a été annulé pour le 5 novembre, sauf si on en fait la demande, mais le cas échéant, après coup, avec une régularisation et un lissage sur les années qui suivent, en réalité, l'URSSAF ne nous a certainement pas oubliés, et il faudra bien payer un instant T l'intégralité des sommes que l'URSSAF prétend pouvoir nous réclamer. Et c'est vrai que c'est en cela où nous, individuels, avocats individuels, pris individuellement, on n'a aucune chance de pouvoir obtenir absolument quoi que ce soit auprès des pouvoirs publics, là où en revanche, je crois que l'ordre représentant 30 000 avocats, la moitié du barreau français, a effectivement un rôle potentiellement central à pouvoir jouer pour être le vecteur des demandes insistantes, j'imagine, de bon nombre de confrères sur le sujet. Oui, quelques mots. Alors peut-être de conclusion, je ne sais pas exactement où on en est et si on a quoi. Oui, on a 5 minutes peut-être pour terminer. On est effectivement avec Vincent assez convaincu que les maîtres mots en la matière, c'est évidemment la formation, c'est la transmission, c'est l'accompagnement et c'est l'orientation. La formation, elle est, vous l'avez tous dit, c'est vraiment quelque chose que vous avez tous, absolument tous dit. La vraie difficulté, c'est que quand on est à l'EFB, en formation initiale, on imagine pas tout de suite qu'on va être confronté à ces problématiques-là. C'est un peu la difficulté, c'est que la plupart des élèves avocats se projettent peut-être plutôt, en tout cas dans leur majorité, dans une collaboration et pensent que quelque part l'intendance suivra et qu'ils n'auront pas forcément, à part les quelques formalités qu'on a à faire, l'inscription au CIRET, l'adhésion à un centre de gestion agréé, toutes ces problématiques-là qui sont globalement plutôt gérées, mais je pense que les élèves avocats à l'EFB n'ont pas complètement conscience. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à leur donner cette conscience, parce qu'en plus de ça, les avocats s'installent maintenant de plus en plus tôt. Donc il faut leur donner cette conscience que ça va venir plus vite que prévu et qu'il faut qu'ils développent dès maintenant ces réflexes-là, en effet, de savoir ce que c'est qu'un équilibre budgétaire, que l'équilibre budgétaire d'un cabinet. Et je pense en plus de ça que ça les aidera même dans leur collaboration, peut-être à négocier mieux avec leur patron, quand ils seront peut-être plus conscients des contraintes que subissent aussi les patrons. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi gagnant-gagnant. Parenthèse, justement, puisqu'on parlait de la période Covid, on a aussi beaucoup entendu des collaborateurs de cabinets d'affaires dont les rétrocessions avaient été, non pas baissées, mais en tout cas ont stagné, ou des bonus qui ont sauté, etc. On a beaucoup entendu, nous on veut bien participer à l'effort de guerre, mais on veut savoir pourquoi. Et je pense que si cette formation avait lieu dès la formation initiale, ça permettrait aussi d'avoir peut-être un peu plus un rapport d'égal à égal avec, entre guillemets, le patron. Parenthèse refermée. La transmission, on en a parlé, c'est aussi le mentoring, parce que le mentoring, il peut aussi avoir un rôle là-dessus, c'est-à-dire que le mentor peut aussi former son mentee sur toutes ces problématiques et le sensibiliser effectivement à ces problématiques. L'accompagnement, c'est la question de ce qui existe déjà et de ce qu'il faut peut-être renforcer et rendre peut-être plus individuel. Il existe des outils, il existe des services. L'ordre
a énormément fait d'efforts ces dernières années sur ces sujets-là. On a un service économique et social avec des gens d'un dévouement exceptionnel. Il faut quand même les saluer, notamment sur les confrères les plus en difficulté. Il y a des partenariats avec l'APEC, il y a des choses que tout le monde ignore. Il faut qu'on améliore la communication sur ce service économique et social de l'ordre, qui est un service absolument formidable. Mais il faut peut-être, dans une période de crise, en effet, augmenter les effectifs de façon à ce qu'il puisse y avoir un accompagnement des confrères en difficulté sur la négociation éventuellement d'échéanciers avec la CNBF, avec l'URSSAF, avec les différents organismes qui viennent vous chercher des noises dans des périodes difficiles. Ça existe à l'ordre, ça ne se sait pas suffisamment. Il faut communiquer dessus et peut-être amplifier ce mouvement et faire en sorte que cet accompagnement soit encore plus personnalisé. Le barreau entrepreneurial fait aussi un énorme boulot, et là aussi un boulot, pour le coup, de formation et de formation continue. Là, on n'est pas dans la formation initiale, on est dans la formation continue. En ce moment, notamment, il y a beaucoup de formations sur tout ce qui est bilan de compétences, parce que on se rend compte aussi qu'à l'échelle d'un barreau de presque 32 000 avocats maintenant, il y a aussi des confrères qui n'ont pas forcément leur place ou qui n'ont plus tellement envie parce que c'est devenu extrêmement stressant. Il faut aider ces confrères pour que leur éventuelle sortie ne soit pas vécue comme un échec et qu'on puisse en effet envisager des réorientations. Mais peut-être qu'il faut aller, et je pense qu'on va y être amené, dans une démarche de plus en plus individuelle sur ces questions-là. Il faut aussi rendre hommage, pas seulement à l'ordre, mais il faut aussi rendre hommage à l'UJA. C'est ma famille d'origine, et donc ça reste ma famille de cœur, mais qui bénéficie aussi un peu d'une délégation de l'ordre sur toutes ces questions-là, et pas seulement en matière de collaboration, aussi en matière d'installation et d'association, puisque des permanences se tiennent régulièrement, et qu'on a des confrères bénévoles qui, depuis des années, et on salue notamment le fait que le prix du pro bono ait été accordé la semaine dernière à SOS Collaborateurs. L'UJA défend les collaborateurs, mais pas seulement, défend aussi les jeunes installés, les jeunes associés, et ça mérite effectivement d'être salué. Donc les maîtres mots, c'est ça, c'est la formation, c'est un accompagnement plus personnalisé, c'est favoriser la transmission, et c'est aussi d'orienter, et ça c'est très important sur le développement économique des cabinets, c'est d'orienter aussi nos jeunes confrères, et ça concerne la gestion de carrière dès la sortie de l'EFB et dès l'EFB, de façon à ce qu'ils ne se fourvoient pas dans des domaines qui sont complètement bouchés. Et c'est identifier en effet les marchés de croissance et les marchés de niche pour les accompagner dans leur début de carrière. Voilà en quelques mots, pardon, c'était un peu compact cette dernière partie, mais on n'est pas seulement venu ici pour faire, entre guillemets, notre marché d'idées auprès de nos confrères, mais voilà quelle est en tout cas notre philosophie dans le cadre de cette campagne. On vous remercie vraiment infiniment de votre liberté de parole, de toutes ces interventions qui ont été extrêmement riches et qui, je l'espère, aura intéressé ceux qui nous ont regardés et entendus. On vous remercie, je regarde l'heure. Peut-être un petit mot de conclusion pour Vincent ? Merci Julie, je suis complètement d'accord. Donc la question posée, c'était dans quelle mesure l'ordre peut faciliter l'exercice de la profession d'avocat. Il y a aussi cet ordre protecteur sur la gestion du risque quotidien, le risque judiciaire. Je pense à Julia et à tous les avocats qui sont installés, qui travaillent dans leur coin. N'hésitez pas à nous contacter lorsque, à la suite, par exemple, d'une malheureuse communication de pièces, eh bien, vous êtes convoqués par des services de police. Voilà, nous sommes là pour gérer le risque. Non, parce que ce sont des choses qui arrivent. Le problème de l'avocat aujourd'hui, le fil rouge de la plupart des perquisitions, c'est l'honoraire de l'avocat, il faut le savoir. Et puis, sur un plan judiciaire, c'est la communication de pièces. Ces pièces que vous remettent les clients et qui, ensuite, sont source d'interrogation en matière judiciaire. Et parfois, les ennuis commencent. Donc, oui à un ordre protecteur pour faciliter aussi cet exercice-là. Et croyez-moi, je ne parle pas d'anecdotes, mais de récurrence. C'est la raison pour laquelle, avec Julie, si nous sommes élus, nous serons présents pour vous protéger envers et contre tout.